Bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour les 10e mardis de la Fondation de l'Académie de Chirurgie. Je vous rappelle que la Fondation de l'Académie de Chirurgie est abritée par la Fondation de l'Académie de Médecine et que son rôle essentiel, c'est de diffuser le plus possible le savoir chirurgical de l'Académie nationale de chirurgie pour le plus grand nombre et pour expliquer au grand public tous les avancées médico-chirurgicales que nous vivons actuellement. Son deuxième objet était essentiellement de développer la chirurgie dans les pays à faible développement économique, à faible revenu économique, donc ce qu'on appelle la chirurgie essentielle, pour lequel des missions ont déjà eu lieu grâce à cette fondation de l'Académie de chirurgie. Et enfin, c'est d'une manière plus générale encore, c'est de promouvoir la qualité de la chirurgie française et de diffuser également et d'encourager peut-être, je dirais plutôt, aux carrières dans les milieux lycéens et chez les étudiants pour qu'il y ait, j'espère, un jour encore beaucoup de chirurgiens, beaucoup de jeunes étudiants, qui veulent faire de la chirurgie. Aujourd'hui, nous avons choisi, et je remercie tout de suite le professeur Marcel Dahan, qui est à ma gauche et qui a été le président, je suppose qu'il est maintenant le président d'honneur, vraisemblablement, de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, et qui a consacré sa vie notamment au thème que nous allons aborder ce soir, au cancer du poumon. Alors pourquoi dans une académie de chirurgie choisir ce thème, alors qu'on va le voir justement au cours de cette soirée, que la chirurgie n'est pas le seul instrument pour traiter le cancer du poumon, et même au contraire qu'on essaye, les chirurgiens, d'être de moins en moins invasifs pour rendre la vie des patients traités la plus agréable possible, parce que ce cancer, même si nous avons fait, c'est ce que nous allons voir ce soir, d'énormes progrès dans sa prise en charge, ce qui fait que les survies sont maintenant prolongées, est quand même un cancer extrêmement important, puisque je crois que ça reste la première cause de mortalité en France, et que bien que le cancer du poumon régresse chez l'homme, il s'accroît chez la femme, et je me permets, si vous voulez, de faire une petite mise en garde à toutes les téléspectatrices, en tous les cas à toutes les auditrices de la Fondation de l'Académie de chirurgie. S'il vous plaît, arrêtez de fumer, car vraiment, je crois que c'est un vrai problème. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, je vais remercier d'emblée tous les orateurs qui vont prendre la parole les uns après les autres, et je laisserai à Marcel Dahan le soin de les présenter les uns après les autres. Et nous allons, comme je vous l'ai dit en introduction, puisque cette pathologie qu'est le cancer du poumon nécessite une multidisciplinarité, montrer quelles ont été les avancées à la fois chirurgicales, réanimatrices, médicales, et notamment, bien évidemment, des nouveaux médicaments en cancérologie au cours de cette soirée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à prendre la parole, entre guillemets, sur le chat, à lever la main, à envoyer vos messages, et nous ferons tout pour y répondre. Et je souhaite, comme d'habitude, que cette soirée soit conviviale et instructive pour le plus grand nombre d'entre vous. Marcel Dahan, encore merci d'être là, et je vous donne la parole. Merci Richard. C'est vraiment un honneur et un plaisir à chaque fois de revenir à l'Académie, et surtout pour parler d'un sujet qui m'a touché très tôt, puisque j'ai eu la malchance d'avoir un papa qui était décédé à 14 ans d'un cancer du poumon, et donc c'est bien pour ça que j'ai fait ça. Et je me souviens d'une chose, lorsqu'on lui a annoncé qu'il ne pouvait pas être opéré, c'est le désarroi qu'il avait, parce qu'il était de tradition de dire que ne pas être opéré, c'était un arrêt de mort dans le cadre du cancer du poumon. Or, aujourd'hui, il y a cette tradition est bien ancrée, et malheureusement, tout a changé parce qu'on s'aperçoit de beaucoup de choses. Et on s'aperçoit également que, en dehors de la chirurgie, il y a un salut. Et c'est un petit peu transformer une maladie mortelle en une maladie chronique. Et pour essayer d'illustrer tout ça, on va passer en revue d'abord la partie chirurgicale que Laurent Brouchet, chirurgien thoracique qui m'a succédé à Toulouse, qui est non seulement un clinicien mais également un savant. Il a fait beaucoup d'études sur le cancer du poumon pendant son DEA et après, il continue. Et il va nous expliquer un petit peu comment la chirurgie a évolué et qu'est-ce qu'elle a pu nous apporter, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. On aura ensuite un temps avec nos amis radiologues, le professeur Philippe Giraud, qui est à l'hôpital Pompidou, et qui, lui, va nous parler des possibilités liées à la radiologie ou à la radiothérapie, qui sont extraordinaires, qui ont fait des avancées fabuleuses. À
après, ce sera le docteur Agathe Seguin qui travaille à l'IMM à Paris, que je connais depuis son plus jeune âge, un peu comme tout le monde ici, et qui non seulement est chirurgien thoracique, mais également développe tout ce qu'on appelle l'endoscopie interventionnelle. Alors elle se partage, elle va nous l'expliquer en diagnostic et thérapeutique, mais elle fait surtout de la thérapeutique et elle va vous faire rêver avec les possibilités qu'on a. Enfin, on va essayer de parler des nouveaux traitements médicaux qui sont la véritable révolution, parce qu'il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des patients que l'on considérait comme complètement dépassés et qui aujourd'hui, grâce à ces nouvelles thérapeutiques, arrivent à vivre très longtemps et dans des conditions qui sont très satisfaisantes. Alors, je me permets donc d'introduire le professeur Laurent Brouchet. Alors, soyez indulgents avec lui, il a travaillé toute la nuit, il a transplanté toute la nuit, mais bon, je suis sûr qu'il va nous faire rêver lui aussi dans les nouvelles avancées de la chirurgie. À toi, Laurent. Merci à la fois pour l'invitation et merci à Marcel Dahan pour avoir choisi comme élève et d'avoir appris tout ce que je sais aujourd'hui. Vous avez un bon retour sur mes images. En fait, Monsieur Boucher, est-ce que vous pouvez passer votre communication? En fait, on préfère que les orateurs passent leur présentation. Oui, je la passe, mais est-ce que vous la voyez là? Ah, pour l'instant, non. Ah, alors je vais faire une bêtise. Vous êtes sur le PC ou Mac? PC, je vais mettre partage d'écran. Mais... Alors, je pense que vous êtes sur plusieurs écrans, c'est pour ça? Non, mais c'est bon, ça va s'afficher. Ça s'affiche là? Oui. Vous pouvez juste lancer votre communication. Je vous remercie. Est-ce que vous la voyez là? C'est parfait, merci. Parfait. Donc, je vais vous présenter, donc, comme je vous disais, la chirurgie, et comme ça va être bien détaillé dans la suite de la présentation, la chirurgie, qui autrefois était le gold standard du traitement du cancer du poumon, en fait, devient un outil au sein d'un arsenal thérapeutique qui, vous allez le voir, s'est considérablement développé ces dernières années. Mais la chirurgie n'est pas restée en reste, entre guillemets, elle aussi a connu de nombreuses évolutions, des évolutions qui sont tout à fait profitable pour le patient. Je vais présenter trois avancées qui me semblent majeures. Le développement de la chirurgie mini-invasive, puis je dirais un petit mot de l'épargne parenchymateuse, et enfin de ce qui pour moi constitue probablement l'évolution la plus majeure dans ce domaine, c'est la réhabilitation accélérée après chirurgie. Alors la chirurgie mini-invasive, pour la définir, c'est une chirurgie que l'on va faire à travers des trocars. Elle est guidée et aidée par la vidéo. Elle n'utilise pas d'écarteur, comme je vais vous le montrer sur un dessin. Elle peut être soit vidéo, soit robot assisté. L'idée étant de faire exactement le même geste chirurgical qu'une chirurgie ouverte, c'est-à-dire oncologiquement le plus satisfaisant possible. Et elle est recommandée depuis quelques années aux États-Unis et bientôt en France. Une thoracotomie standard, qui était la chirurgie ancestrale, consistait à faire une grande incision dans le dos, écarter les côtes avec les écarteurs que vous voyez et faire l'acte chirurgical. La chirurgie mini-invasive fait exactement le même acte chirurgical en passant simplement 3 petites incisions. La position peut être un petit peu différente que sur ce dessin, mais vous voyez le caractère minimalement invasif. On essaye d'être le moins traumatique sur le patient. Cette chirurgie s'est considérablement développée ces dernières années. Ici, vous avez les données de la base nationale, une base nationale qui a été mise au point par le professeur Marcel Dahan et qui permet un recueil prospectif des données en temps réel, entre guillemets, de l'activité chirurgicale en France. Et on voit que cette chirurgie mini-invasive fait plus de la moitié des actes de chirurgie oncologique, près de 65% actuellement. Je vous ai dit un petit mot, cette chirurgie minimalement invasive, elle peut se faire par vidéo, mais elle peut également par chirurgie robot assistée. Depuis une quinzaine d'années, 10 ans plus exactement, la chirurgie robotique s'est considérablement développée. Alors c'est certes un confort pour le patient, mais c'est, vous le verrez plus tard, un grand confort pour le chirurgien. Cette fois-ci, le chirurgien, comme on peut les voir, c'est 2 chirurgiens, ils sont assis, là, devant une console, et ils opèrent à distance le patient à travers un outil qui est en fait un porte-instrument d'une grande précision
et qui, voilà une image que l'on a lorsque l'on regarde à l'intérieur de ces écrans dans ces consoles. On est dans une situation totalement immersive. On fait un acte chirurgical, ce qui est un petit peu le rêve de tout chirurgien, à l'intérieur du patient. Et on a un geste qui est infiniment plus précis, puisque ça supprime le tremblement, c'est une vision 3D. On voit bien mieux les vaisseaux qu'à distance, puisqu'on peut se rapprocher à quelques centimètres des organes que l'on va disséquer. Ce qui en fait une chirurgie très agréable pour le praticien, qui la rend un petit peu plus, pas ludique, mais presque ludique, et en tous les cas d'une grande précision et d'une grande efficacité pour les patients. Donner cette chirurgie robotique en chirurgie thoracique, un petit peu comme en urologie, eh bien, elle est un petit peu victime de son succès, et on le voit ici très bien, elle se développe en France. Son accès est limité essentiellement par le coût de la procédure, qui est encore un petit peu élevé, mais qui est en train progressivement de devenir accessible à tous. Je vous disais, c'est un confort pour le patient, mais c'est également un confort pour le chirurgien. Je vous illustre ici une photographie d'une intervention qui est faite en chirurgie vidéo assistée. Et si on regarde, on voit que les épaules du chirurgien sont pratiquement à l'horizontale. C'est une chirurgie qui est longue, qui va durer quelques heures. Et d'un point de vue ergonomique, c'est extrêmement fatigant. Lorsque l'on fait la même intervention en chirurgie robotique, vous le voyez, le praticien est assis, il a les coudes posés sur un repose-bras et mobilise les bras. Et donc, la dépense énergétique et le confort est considérable, ce qui permet au chirurgien de rester concentré tout au long de l'intervention sans se fatiguer inutilement. C'est un confort pour le praticien, en plus d'être une bonne solution pour le chirurgien. Alors, ces techniques mini-invasives, elles sont utilisées depuis le plus grand nombre d'années aux États-Unis, mais on n'avait pas d'études randomisées, c'est-à-dire qui apportaient une preuve scientifique de leur pertinence oncologique. Ces choses faites avec cet essai anglais randomisé anglo-saxon, qui était multicentrique, où ils ont comparé, le patient était bien discipliné, à qui on proposait la même intervention, soit en chirurgie ouverte, soit en chirurgie vidéo assistée. Et il y avait 250 patients dans chaque groupe, ce qui faisait un essai de très très bonne qualité. Et cet essai montre qu'effectivement, la chirurgie mini-invasive, elle est moins douloureuse, elle est moins risquée, il y a moins de complications en post-opératoire, elle est plus économique parce que les gens restent moins longtemps à l'hôpital. Et pour ce qui est des résultats oncologiques, alors ils ont été publiés entre-temps au cours de cette année, les résultats oncologiques sont équivalents. Voilà. Donc, l'avenir de la chirurgie thoracique, elle va passer et elle passe nécessairement par cette chirurgie mini-invasive. La deuxième chose dont je voulais vous parler, qui est en plein essor à l'heure actuelle, c'est une chirurgie d'épargne parenchymateuse. Épargne parenchymateuse, ça veut dire qu'on va limiter le poumon que l'on enlève. Le poumon que l'on enlève, malheureusement, ne va pas repousser. Donc, le patient va avoir un sacrifice d'une partie de son poumon à cause de la chirurgie thoracique, à cause de l'intervention pour guérir son cancer. Et l'idée, c'est de réduire ce volume de poumons réséqués, tout simplement pour qu'il y ait une qualité de vie meilleure après l'intervention. Alors, historiquement, le traitement du cancer du poumon dans les années 1930, c'était la pneumonectomie, on enlevait tout un poumon, le droit ou le gauche. Puis dans les années 60, la lobectomie s'est développée, et ce qui a, entre guillemets, permis l'essor de cela, c'est que les résultats oncologiques étaient équivalents. Et depuis les années 60, ça reste la lobectomie, l'intervention la plus pratiquée en chirurgie thoracique. Et dans les années 90 est apparue la segmentectomie. Alors au départ pour des lésions infectieuses, et puis petit à petit pour des raisons, pour la chirurgie oncologique. Je vais vous expliquer pourquoi. L'avenir, je ne sais pas trop, mais pour le moment, la segmentectomie est en pleine évolution et évaluation. Alors là, un segment, voilà, pour illustrer très schématiquement, à l'intérieur d'un lobe pulmonaire, ici par exemple, vous avez le poumon droit, vous avez le lobe supérieur qui est ici en vert, bleu et rouge, qui contient 3 segments. Et bien, si une petite tumeur est dans un de ces segments et qu'elle est relativement petite et bien placée, on peut se contenter de n'enlever qu'un segment, ce qui n'a pratiquement pas d'incidence sur la fonction respiratoire du patient. Le rationnel de cette chirurgie, comme je vous l'ai dit, c'est l'épargne parenchymateuse, mais ça va être conditionné par la taille de la tumeur
il faut que la tumeur soit petite. Ça va autoriser également des résections multiples. Quand un patient avec plusieurs tumeurs, mais traditionnellement le contre-indique à la chirurgie, sauf que cette chirurgie, entre guillemets, de segment peut amener à la résection de plusieurs segments chez le même patient, et donc de prendre en charge parfois plusieurs tumeurs. Préserver la qualité fonctionnelle, c'est le but initial. Vous verrez que c'est pas si évident que ça. La maîtrise du risque opératoire, bien entendu, on le préconise chez les sujets à risque, donc ça limite, entre guillemets, le moins de complications. Et c'est essentiellement lié à un contexte contemporain, le développement de cette chirurgie, parce que on fait de plus en plus de scanners pour tout un tas de choses, que ce soit pour le Covid, on l'a bien vu ces dernières années, malheureusement, et on a découvert des tumeurs de plus en plus petites, pour lesquelles le sacrifice de tout un lobe ou de tout un poumon paraissait excessif. Et la découverte de ces petites tumeurs a permis de proposer cette chirurgie dans des circonstances, en tous les cas, dans des critères carcinologiques satisfaisants. Les nouveaux outils chirurgicaux qui ont aidé à ce développement, eh bien, premièrement, il y a l'imagerie. Avant, on avait simplement un scanner, une radio, une IRM ou un TEP scanner. Maintenant, on a des scanners qui permettent, avec des reconstructions, de visualiser une toute petite tumeur à l'intérieur d'un segment, comme on peut le voir ici ou ici, et de visualiser avant l'intervention que effectivement le geste carcinologique que l'on va réaliser est satisfaisant. Cela aidé par le robot, qui facilite le geste comme je vous l'ai montré, et également l'utilisation de colorants vitaux que l'on va utiliser pendant l'intervention, qui va permettre de délimiter les fameux segments que l'on voit ici, qui ont été reconstruits par ordinateur. Donc tout un tas d'outils qui facilitent grandement ce geste et qui font que cette chirurgie est de plus en plus, entre guillemets, sécure. Comme on le voit ici, c'est une chirurgie qui se développe de façon très importante, puisqu'actuellement, 25% des résections oncologiques robot-assistées sont réalisées sous la forme de segmentectomie. Segmentectomie, est-ce que d'un point de vue carcinologique, c'est satisfaisant? Est-ce que ça donne la même qualité de survie que la lobectomie des années 60? Eh bien, oui, j'ai envie de dire, il y a un seul essai randomisé qui a été publié à ce jour, qui est un essai japonais, qui a randomisé plus de 500 patients dans chaque groupe, avec la lobectomie ou la segmentectomie en randomisation. Et les résultats montrent qu'effectivement, la segmentectomie fait au moins aussi bien que la lobectomie dans cette indication. Donc ça, c'est un deuxième essai important qui valide de façon scientifique cette indication chirurgicale pour des toutes petites tumeurs. Il s'agissait de tumeurs de moins de 2 cm. La dernière évolution chirurgicale dont j'ai envie de vous parler, mais qui n'est pas vraiment chirurgicale, c'est le concept de réhabilitation accélérée après chirurgie. Alors, lorsque l'on prend des revues, ça porte un grand nombre de noms. Alors, ça peut s'appeler du Fast Track, le programme ERAS, la RAC, GRACE, la chirurgie ambulatoire. Tout ceci, en fait, rassemble le même concept. L'idée étant d'améliorer la récupération du patient. C'est ce qu'on appelle la méthode des gains marginaux. On va agréger tout un tas de petites choses qui vont faire qu'à la fin, le patient, au lieu de rester hospitalisé 10 jours, comme autrefois et comme je l'ai connu, va rester hospitalisé 2-3 jours, parfois même permet d'envisager cette chirurgie de façon ambulatoire avec une sortie le jour même. C'est une stratégie qui est pluridisciplinaire. Je vais vous l'exposer. Et ça se mesure en termes de morbidité, de durée de séjour et bien entendu de coût, puisque un des principaux coûts de la chirurgie, c'est l'hospitalisation. On va le diviser en 3 parties, cette réhabilitation accélérée après chirurgie. Il y a une partie préopératoire, une partie péropératoire et une partie post-opératoire. En préopératoire, on va informer le patient. Le patient, dans son esprit, il va être opéré d'un cancer du poumon, donc il va se laisser faire et se faire guider pas à pas. Sauf que là, c'est exactement l'inverse. On va le faire adhérer à son programme thérapeutique. On va lui demander quelques minutes d'arrêter le tabac et l'alcool avant la chirurgie et d'avoir une activité physique, une réhabilitation même dans certains cas, parfois encadrée médicalement. On donne au patient une fiche, comme on peut le voir ici, qui est un programme de réentraînement qu'on va lui demander de faire tous les jours dans les semaines qui précèdent l'intervention. Également,
de faire du renforcement musculaire. Et ceci, on a la possibilité de le mesurer son adhérence au traitement grâce à des objets connectés. On peut leur confier une montre connectée et de suivre à distance si effectivement ils font bien cette réhabilitation. Pendant l'intervention, on va complètement modifier notre stratégie par rapport à autrefois. On a supprimé tous les hypnotiques anxiolytiques que l'on donnait la veille de l'intervention, il n'y en a plus. On peut faire de l'aromathérapie, de l'hypnose dans certains cas. On va donner à boire aux patients des boissons sucrées jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Il n'y a plus à jeûne pendant les 12 heures réglementaires. Il y aura une chirurgie mini-invasive comme on l'a détaillé, un seul drain qu'on va enlever le plus rapidement possible, et puis des choses un peu plus techniques. Voilà. Une autre chose importante, on va limiter au maximum l'utilisation de morphine, parce que la morphine a des effets secondaires majeurs sur le transit, sur la récupération, en tous les cas mentale des patients post-opératoire immédiat. Et l'idée, c'est de s'en supprimer. Comme c'est une chirurgie qui est relativement douloureuse, on utilise d'autres choses, des anti-inflammatoires et puis des anesthésies locales sur le thorax. En post-opératoire, l'idée, c'est que le patient ne soit plus au lit. Donc, dès la salle de réveil, on va le mobiliser. On fait même, dans certaines situations, sortir le patient de la salle de réveil, c'est-à-dire juste après l'intervention pour regagner sa chambre, à pied. L'idée, c'est de le remettre, entre guillemets, en marche le plus rapidement possible. Pour cela, il faut retirer le drain rapidement, retirer les perfusions également rapidement, et puis le réalimenter rapidement et idéalement même dans la salle de réveil. Les patients ne passent plus en soins intensifs ni en réanimation de manière systématique, et on a une kinésithérapie qui est très active et qui est dès le jour même de l'intervention. Et ici, vous avez une image d'un patient qui est un secteur de soins intensifs en post-opératoire, d'un truc un petit peu compliqué. Et là, vous avez ce que l'on espère arriver le plus fréquemment possible, même chez des patients qui sont relativement âgé, puisque ce brave monsieur, qui avait 72 ans, il a été opéré dans la matinée pour macroscopie, on lui a enlevé un lobe. Le drain a été enlevé le jour même. Il a été nourri au fauteuil, chose qui autrefois était une hérésie, mais qui là maintenant se fait. Les kinés passent l'après-midi même. Il n'a plus de perfusion et il marche dès le lendemain et il peut rapidement regagner son domicile à J3. Autrefois, un patient de 72 ans qui était opéré, il restait 10-15 jours à l'hôpital et on envisageait un transfert dans un centre de réhabilitation en post-opératoire. Donc ça, c'est vraiment une révolution conceptuelle, mais cette révolution conceptuelle, elle a quand même été très utile puisqu'elle a supprimé, et quand je dis, je pèse mes mots, elle a pratiquement supprimé toutes les complications respiratoires post-opératoires. Quand j'étais jeune étudiant, en post-opératoire, le matin, très souvent, il y avait des patients qui étaient encombrés, à qui on faisait des fibroscopies bronchiques pour les désencombrer. C'est un acte quand même qui est invasif, qui est douloureux, qui est désagréable. Voilà. C'est quelque chose que je ne peux plus apprendre à mes étudiants puisqu'il n'y a plus d'encombrement post-opératoire. C'est une complication qui a disparu, et essentiellement à cause de cette réhabilitation accélérée après chirurgie. Et il y a de nombreux essais qui ont montré que cela était vrai de façon scientifique. Voilà. Je vais simplement conclure en disant que l'avenir de la salle de réveil et du post-opératoire en chirurgie thoracique va beaucoup plus ressembler à une salle de sport qu'à un vrai secteur d'hospitalisation. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci mille fois Laurent Brouchet pour ce remarquable exposé tout à fait fascinant pour des gens qui sont notamment pas chirurgiens qui sont en ligne. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques, Marie? Non. Bon, je crois que si vous voulez, la seule chose que je ferai en tant que chirurgien non thoracique, c'est que cette réhabilitation accélérée après chirurgie s'applique également dans de très nombreuses disciplines et a vraiment transformé la chirurgie, que ce soit en chirurgie digestive, que ce soit même en orthopédie ailleurs. C'est vraiment un progrès considérable dans la prise en charge des patients. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ce qu'a évoqué Monsieur Brouchet, pardon? Non. Alors je ferai un dernier commentaire avant de donner la parole à l'orateur suivant. Je crois que j'ai beaucoup aimé la façon, et je crois qu'il faut le faire comprendre à nos tutelles, que le robot, certes, est bien pour les patientes, et il est très bien, mais que c'est vrai que vous avez bien insisté sur ce phénomène ergonomique
et que les épaules des chirurgiens et la qualité du confort du travail, on est dans beaucoup de métiers à insister sur le confort du travail, et c'est vrai qu'on s'est pas intéressé depuis très longtemps, on s'était pas intéressé au confort du chirurgien, et que nous qui sommes des retraités avec Monsieur Dahan, on a peut-être plus mal au dos qu'on le devrait parce qu'on s'est mal tenu pendant des années. Je crois que c'est une chose qu'il faut faire entrer dans les mœurs, que les chirurgiens soient bien installés pour opérer. Et comme on le voit, je pense que Marcel Dahan sera d'accord, si on est bien installé, le malade s'en sort mieux. Et donc, même si c'est de la chirurgie qui fait plaisir également aux chirurgiens, en tous les cas, elle fait très très plaisir également aux malades. Voilà. Marcel, est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant de parler de la radiothérapie? Non, peut-être. Est-ce qu'on peut être sûr d'avoir accès à ce type de chirurgie un peu partout? Comment on peut être sûr? Qu'est-ce que doivent vous demander les patients? Est-ce que ma tumeur est accessible à ce type de traitement? Quelle serait la question à poser d'un patient lorsqu'il se présente avec cette tumeur pour être sûr d'avoir la bonne technique? Alors, ça, c'est effectivement une question. Le développement et puis l'expérience du chirurgien pour la technique mini-invasive, effectivement, est importante. Initialement, c'était réservé aux tumeurs de stade très précoce, et puis petit à petit, c'est rentré dans l'ordre. Les chirurgiens ont progressé. Il y a une courbe d'apprentissage qui est un petit peu longue pour la chirurgie thoracique, qu'elle soit minimalement invasive ou en vidéo ou en robot. Mais néanmoins, il y a des équipes qui ont une certaine expérience et qui arrivent à faire même des grosses tumeurs avancées par technique robot ou vidéo assistée avec des conditions de sécurité carcinologique qui sont tout à fait satisfaisantes. Je compléterai la question de M. Dahan. Je pense que c'est tout à fait une chirurgie qui peut s'apprendre également de façon virtuelle. Je crois qu'il faut le dire aux gens qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire la première fois sur le malade, et ça c'est une chose qui est bien acquise. On peut vraiment apprendre ces gestes, et notamment la conduite entre guillemets de ce robot sur des mannequins, c'est extrêmement clair. Et ma deuxième question par contre, qui rejoint un peu celle de M. Dahan, qui est différente, est-ce que la répartition en France de ces techniques est à peu près homogène sur le territoire, et est-ce qu'il n'y a pas une file d'attente trop longue qui ferait des pertes de chance? Où vous en êtes à la Société française de chirurgie thoracique? Non, pour le moment non. Pour le moment non. Là, il est probable que dans les années qui arrivent, la mise en place d'un dépistage peut-être systématique, c'est très hypothétique ce que je vous dis, mais l'ARS a récemment ouvert la porte au dépistage du cancer du poumon, risque de compliquer peut-être un petit peu les choses parce que le temps opératoire en minimalement invasif est quand même beaucoup plus long qu'un temps opératoire de chirurgie en thoracotomie. Et donc, les 5-6 patients qu'on pouvait passer, quand moi j'ai démarré la thoracique, au jour d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, parce que c'est plus long, tout simplement, comme intervention et comme installation. La répartition sur le territoire français, je pense que globalement, partout on peut se faire opérer, enfin, lorsqu'on se rapproche de centres à haut débit, entre guillemets, qui vont être labellisés en tant que tels, offrent des conditions de sécurité carcinologique et pour les patients raisonnables. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille se faire opérer dans un centre qui n'est pas accrédité pour la chirurgie thoracique, mais dans les centres accrédités, le seuil minimal d'activité garantit cette sécurité. Les cancers du poumon, c'est la moitié de l'activité d'un chirurgien thoracique? Ou plus? Plus. Donc quand on aura le vaccin, vous n'aurez plus de travail. Voilà. Et puis je veux juste que vous disiez une chose pour nos auditeurs, c'est qu'il y a, je pense qu'il faut le dire en début, et je ne vais pas dévoiler les orateurs suivants. Est-ce que vous pouvez faire juste un petit schéma très clair qu'il y a deux types de cancers du poumon et qui peuvent être localisés? Vous en parlerez peut-être tout à l'heure, Agathe, parce que c'est important qu'on parle peut-être des bronches et des poumons distales, parce que bon, on le fera. Alors on parlera tout à l'heure, vous nous rappellerez ça, des types histologiques et des conséquences que ça a sur la localisation. Eh bien donc on donne la parole, si Monsieur Dahan est d'accord, à Philippe Giraud, que je laisse de soin de présenter. Donc Philippe Giraud, qui est un Toulousain d'origine, qui s'est expatrié à Tours, va nous présenter toutes les avancées de la radiothérapie. C'est plus ce qu'on disait, oui, comme c'est écrit sur le titre. Autrefois, on disait on passe au cobalt, on va se faire griller. Maintenant, c'est plus du tout la même chose, puisque vous allez voir,
on utilise des appareils qui sont fantastiques et qui permettent de rêver. À vous, Monsieur Giraud. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir invité un oncologue radiothérapeute dans ce site de l'Académie de chirurgie, et j'ai d'autant plus de plaisir, c'est vrai, c'est de vous retrouver, Monsieur Dahan. On a travaillé ensemble dans une autre vie à Toulouse. Donc, je vais essayer de vous faire une rapide présentation de l'évolution de la radiothérapie, notamment de la radiothérapie thoracique. Alors, la radiothérapie, elle est née avec la radiologie dans les années 1895 avec M. Röntgen, qui découvre les rayons X, et contrairement à l'affiche du musée Nobel, c'est bien la main de sa femme qui radiographie la première. On serait trop prudent à l'époque, on va doucement. En fait, très rapidement, dans les années 1903, on trouve que ce rayonnement a un effet thérapeutique, et notamment un effet thérapeutique sur ce qu'on appellera le cancer, ici un cancer du sein. Et puis on va sauter directement dans les années 1940-1950. L'école de radiothérapie française est une école mondialement reconnue qui a fait beaucoup avancer les choses avec Marie Curie, vous savez. Alors ces bombes étaient au radium initialement, elles sont devenues au cobalt. Et puis la première révolution de la radiothérapie, c'est dans les années 70, c'est l'arrivée des accélérateurs linéaires qui ont permis de s'adapter, d'être plus précis pour irradier ces lésions cancéreuses. Et puis on arrive dans les années 2005, 2010, c'est l'arrivée de techniques de plus en plus modernes, la tomothérapie, la radiothérapie en conditions stéréotaxiques, etc., que je vais vous montrer spécifiquement dans le cancer du poumon. Alors, le cancer du poumon, c'est probablement l'une des localisations les plus difficiles à irradier pour un oncologue radiothérapeute. Il y a un vrai dilemme. Il faut donner des doses au moins de 60-66 Gray à la tumeur, alors que le poumon est détruit à partir de 20 Gray et le cœur commence à souffrir en fonction de ses tuniques, péricarde, etc., entre 35 et 40 Gray. Vous voyez toute la différence et comment doit jongler le radiothérapeute pour délivrer la dose la plus forte à la tumeur et préserver tous les tissus qu'il y a autour. Alors la radiothérapie, elle est indiquée un petit peu dans tous les stades du cancer du poumon. Alors le nerf de la guerre, on va dire, de la radiothérapie, c'est les stades 3. 3, c'est quoi? C'est une tumeur plus des ganglions médiastinaux. Ce sont des lésions qui ne sont pas opérées par le chirurgien. Et vous voyez que les progrès depuis les années 1980-90 ont été extrêmement importants. On traitait environ 10% de survie globale dans les années 80-90. Aujourd'hui, on arrive à 50%. Progrès grâce à la chimiothérapie associée à la radiothérapie, progrès grâce à la radiothérapie, à la technique, mais également et peut-être essentiellement progrès grâce à un meilleur staging, grâce à l'IRM cérébral, grâce au PET scanner, qui va mieux différencier les patients et mieux caractériser la tumeur. Une autre indication apparaît de plus en plus ces dernières années, sont les petits stades non opérés par le chirurgien. Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de compétition entre radiothérapie et chirurgie, c'est une vraie complémentarité complètement adaptée à chaque situation, et c'est très important à mon avis de bien le signifier. Petit stade, radiothérapie en conditions stéréotaxiques, et puis à l'opposé, les stades beaucoup plus importants, métastatiques, où la radiothérapie joue un rôle ancien déjà en termes de symptômes, de correction des douleurs, de correction des saignements, et puis avec les progrès des médicaments que nous verrons avec le professeur Girard, il y a la radiothérapie en conditions stéréotaxiques qui va s'intéresser aux oligométastases, aux petits métastases qui apparaissent alors que le traitement, la maladie est, comme disait M. Dahan, sous une forme chronique. Quand apparaît une petite résistance, c'est là que la radiothérapie en conditions stéréotaxiques, comme la radiologie interventionnelle, comme la chirurgie mini-invasive, peut servir et rendre service aux patients. L'une des révolutions, c'est la radiothérapie en modulation d'intensité. C'est quoi? Vous avez ici à gauche la coupe d'un accélérateur et on va associer un collimateur multilame. Ce sont des toutes petites lames de 5 mm d'épaisseur. On va pouvoir faire du dose painting. Alors les Américains, ils aiment bien parce que ça ressemble aux impressionnistes. Là, on va pouvoir peindre, faire des petites touches de peinture, là, ces petites touches de dose. Comment? En faisant bouger les lames. Hop, ça part pas. Peut-être que si je clique dessus, ça va partir. Ça part pas, mais on va passer là. Donc les lames vont bouger en cours d'irradiation. L'appareil va tourner autour du patient. Et on va pouvoir moduler, sculpter la dose
en n'importe quel point du corps du patient. On voit ici, on arrive vraiment à peindre, à être extrêmement précis et à protéger complètement les tissus sains. Une séance de radiothérapie, ça dure une dizaine de minutes. Et pendant cette dizaine de minutes, le patient respire et donc la cible risque de bouger au fur et à mesure que le patient respire. Et donc des techniques se sont développées ces dernières années, c'est des techniques d'asservissement respiratoire qui vont permettre soit de bloquer la respiration du patient pendant l'irradiation, immobiliser la tumeur, soit à l'aide de marqueurs internes ou externes, de suivre en temps réel les mouvements de la tumeur pour qu'on puisse irradier de façon extrêmement précise la lésion. Cette diapositive illustre un petit peu les deux schémas un petit peu de la radiothérapie moderne avec asservissement respiratoire. À gauche, on va définir une dose d'enveloppe dans laquelle on est sûr que la tumeur se mobilise au cours de la respiration. On va utiliser du tracking respiratoire, c'est-à-dire qu'on va suivre en temps réel les mouvements respiratoires avec une marge de sécurité extrêmement étroite et permettre de donner des doses extrêmement fortes à la tumeur et réduire la toxicité des tissus sains qui est autour. Ça me permet de faire la transition vers la vraie révolution, peut-être ces dernières années, de la radiothérapie, c'est la radiothérapie en conditions stéréotaxiques. Alors c'est une vieille idée, et c'est un chirurgien qui l'a inventé, c'est un neurochirurgien qui l'a inventé dans les années 50 pour les tumeurs intracrâniennes. C'était d'augmenter le rapport bénéfice-toxicité pour ces lésions intracérébrales. Les progrès ont fait d'énormes progrès, et l'objectif c'est de donner des doses extrêmement fortes dans la lésion, dans un très petit volume, avec une très grande précision. Alors un petit peu de sémantique, on parle de radiothérapie en conditions stéréotaxiques quand on fait 3 à 10 séances consécutives, et on parle de radiochirurgie quand on fait une seule séance radioablative qui ressemble en fait à l'action du chirurgien. Quel appareil utilise-t-on? Alors on peut utiliser des accélérateurs dédiés, extrêmement précis sur le point de vue mécanique, avec ces petites lames qui sont là, des micro-multilames de quelques millimètres, soit des appareils complètement dédiés, et là je vous montrerai l'appareil qui est le plus connu qui s'appelle le CyberKnife. Ce CyberKnife, en fait, c'est un robot. C'est le même robot qu'écrivait, vous savez, sur les Peugeot, Renault, Picasso, là. En fait, on va lui adjoindre un accélérateur. Cet accélérateur va suivre en temps réel, sous couvert d'une imagerie radiologique, les mouvements de la lésion. Il est équipé, en fait, de collimateurs multilames qui vont pouvoir, en fait, adapter l'irradiation, le fin pinceau de rayon X à chaque situation. Et vous allez voir que le robot va suivre en temps réel les mouvements respiratoires de la lésion, va faire du tracking respiratoire et permettre ainsi de délivrer des doses extrêmement fortes sur la lésion tout en préservant le tissu tout autour. Ça a complètement révolutionné la radiothérapie. Quelques résultats. On retrouve un petit peu les résultats de la chirurgie. Pour les petits stades, on a des contrôles locaux qui sont entre 94% pour des petites lésions, à 40% pour des lésions plus importantes. On rejoint un petit peu les chiffres qu'à la chirurgie, avec des survies globales à 3 ans de 72%. Surtout, la toxicité de cette irradiation est extrêmement faible. Elle varie entre 0 et 10%. On est plutôt autour de 0 à 3-4%. Et vous voyez que c'est valable pour les irradiations stéréotaxiques pulmonaires, mais quand on irradie des lésions métastatiques du cerveau, du poumon, du foie, de l'os, on retrouve le même contrôle local de 90%, 92%, avec des toxicités extrêmement faibles. Alors quelques exemples. Ici, une radiothérapie stéréotaxique pulmonaire. Vous voyez ici le nombre de faisceaux que le robot peut délivrer sur la lésion isolée, avec, sans être spécialiste, une concentration de doses. Ce sont les isodoses, les petits traits de couleur que vous voyez autour de la tumeur, qui sont exactement autour de la lésion, sans irradier le poumon tout autour, sans irradier le cœur. On arrive à donner des doses, je vous parlais tout à l'heure de 60 degrés pour détruire la tumeur. Ici, on peut monter à 200, 250, 300 degrés sur ce petit volume qui permet une action plus efficace sans du tout abîmer le poumon tout autour. Sur les lésions métastatiques isolées, ici une irradiation stéréotaxique vertébrale. Vous savez que le cauchemar du radiothérapeute, c'est la moelle épinière. Ici, on va pouvoir irradier un corps vertébral très proche de cette moelle épinière avec une sécurité que ne peut pas obtenir les techniques classiques. On peut même irradier des lésions épidurales qui tournent autour de la moelle avec des doses
relativement fortes. Ici, des lésions hépatiques, des métastases hépatiques isolées. Vous voyez, pareil, cette concentration d'irradiation sur cette lésion hépatique qui va progressivement disparaître avec le temps. L'origine, je vous parlais tout à l'heure, c'était un neurochirurgien qui l'a créé surtout pour les lésions cérébrales. Irradier le cerveau, et notamment pour les lésions cérébrales des cancers pulmonaires, c'est quelque chose qui peut être à terme relativement délétère, en termes cognitifs, en termes de mémoire, etc. Et cette irradiation extrêmement précise sur les localisations métastatiques permet vraiment de préserver le tissu cérébral et ne pas avoir les complications que l'on connaissait quand on irradiait l'ensemble de la tête. Juste un petit mot, la radiothérapie, je vous ai dit, s'associe avec la chirurgie, mais s'associe de plus en plus avec les médicaments, et notamment, comme parlera le professeur Girard, avec l'immunothérapie. Pourquoi ? Parce que la radiothérapie, en fait, va casser les cellules tumorales. En cassant les cellules tumorales, va entraîner une inflammation locale, va entraîner un afflux de cellules immunitaires au sein du tissu tumoral, aidé par les médicaments comme l'immunothérapie, va apprendre en fait au corps à reconnaître les cellules tumorales et être beaucoup plus efficace et agir sur le site de la tumeur, mais agir aussi à distance de la lésion irradiée. C'est ce qu'on appelle l'effet abscopal. C'est transformer la radiothérapie en un traitement systémique. C'est un petit peu le Graal du radiothérapeute. En conclusion, cette radiothérapie thoracique, c'est une radiothérapie complexe, je vous disais, du fait que souvent on adresse des patients fragiles, d'abord sur le plan respiratoire. Il y a un nombre de tissus sains extrêmement important, le poumon, le cœur, l'œsophage. Il y a eu des évolutions et plutôt des révolutions techniques depuis une dizaine d'années avec cette radiothérapie stéréotaxique, la modulation intensité, l'asservissement respiratoire qui permet de tenir compte des fonctionnalités respiratoires du patient, de personnaliser chaque traitement, d'avoir une synergie qu'on développe en ce moment. Tous les essais actuels développent cette synergie avec l'immunothérapie, les thérapies ciblées, et bien sûr de s'associer à la chirurgie, et ça c'est encore très très important, pour proposer aux patients, dans chaque situation, la meilleure technique, le meilleur traitement, en fonction de la localisation, de la taille, et bien sûr du patient lui-même. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Giraud. C'est complètement fascinant. Est-ce qu'on a des gens ne sont pas très curieux sur le CHACH. Je crois qu'on peut retenir que non, moi j'aurais comme question, si vous voulez, c'est bien, vous l'avez dit, de la nécessité des RCP. On n'a pas prononcé le mot, mais donc je voulais juste que vous peut-être vous expliquiez un petit peu au plus grand public, c'est que finalement la radiothérapie peut être faite avant. Parfois, on peut opérer grâce à la radiothérapie et qu'après, par contre, on peut faire parfois de la radiothérapie complémentaire et qu'enfin, vous l'avez dit, on peut faire de la radiothérapie exclusive. Et puis, je vous demande une deuxième chose, c'est que il faut rappeler aux gens, mais ça on le fera peut-être aussi tout à l'heure, que dans le poumon, il y a ce cancer primitif du poumon dont on parle ce soir, mais que vous êtes très sollicité aussi pour les localisations secondaires d'autres cancers, puisque je rappelle aussi au grand public que les cancers digestifs notamment, les cancers du sein, donnent des métastases qui peuvent être effectivement au niveau du foie, comme les gens le savent souvent, mais également au niveau du poumon et également au niveau du cerveau. Et puis une dernière chose que vous avez évoquée, c'est, vous avez bien dit qu'il fallait protéger la moelle, puisque le sein notamment, le poumon peut-être un peu moins, mais quand même aussi, est peut-être l'origine de métastases osseuses. Donc si vous pouvez développer un peu la stratégie pour les gens, puisqu'on a 2 minutes. Juste sur votre première question, c'est la plus importante. Ce que disait Claudius Regaud, c'est un de nos maîtres en radiothérapie, c'est que le traitement du cancer, c'est un travail d'équipe. Et c'est essentiel. C'est un travail qui associe vraiment le chirurgien, le radiothérapeute, l'oncologue médical, et puis toutes les équipes qu'il y a autour, et qu'il y a vraiment une décision lors de ces réunions de concertation pluridisciplinaire pour adapter chaque traitement, chaque association au patient lui-même, à sa spécificité. Aucun spécialiste prend une décision pour défendre sa technique. C'est vraiment ce travail d'équipe, c'est vraiment essentiel que nos patients comprennent bien que c'est une réflexion sur leur dossier et que l'ensemble des spécialistes se penchent sur leur dossier pour leur proposer le meilleur traitement. Votre deuxième question qui était sur...
Non, j'ai expliqué si vous voulez, les localisations et puis dans la stratégie. Je dis que la radiothérapie se place à différents moments, même si on prend la décision. Il faut bien que les gens comprennent que la radiothérapie peut être faite avant, qu'elle peut permettre justement parfois de la chirurgie après, et qu'à l'inverse, parfois on est obligé de faire. En poumon, on ne fait pas beaucoup de radiothérapie après, je pense. Mais non, quel est votre. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, ce que disait M. Dahan, on est passé à un traitement du cancer du poumon qui était un petit peu le parent pauvre il y a quelques années et qui est depuis 10 ans et quasiment une localisation qui est exemplaire pour les progrès de la chirurgie, exemplaire pour les progrès de la radiothérapie, pour les progrès médicamenteux, et que on intervient la radiothérapie, en ce qui me concerne, on intervient avant éventuellement, alors de moins en moins, parce que les chirurgiens n'aiment pas trop la radiothérapie avant, mais on intervient éventuellement après, et surtout, c'est vrai, dans cette phase de plus en plus longue, où le patient rentre dans une phase chronique, où éventuellement il peut développer une petite résistance à un traitement pulmonaire, osseux, et le radiothérapeute, voire le radiologue interventionnel, va pouvoir traiter spécifiquement cette zone de résistance ou cette zone d'émergence de la lésion pour continuer à être sur cette phase chronique. Et le chirurgien intervient également à cette phase-là. Donc c'est vraiment un suivi conjoint tout au long du parcours du patient, de son diagnostic jusqu'aux évolutions éventuelles. Et puis, est-ce que Laurent, vous êtes toujours en ligne? Oui, il doit être en ligne. Tout à fait, oui, j'écoute. Juste peut-être qu'on donne aux gens qui n'en ont pas du tout l'habitude une réflexion puisque, bon, malheureusement, on sait que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent, qu'on dise peut-être un mot des ganglions dans le cancer du poumon. On n'a pas du tout abordé ni avec vous, ni avec Philippe Giraud ce sujet. Vous savez que je m'adresse donc là aux femmes qui nous écoutent. On a beaucoup parlé du creux axillaire dans le cancer du sein. Où en êtes-vous de vos réflexions sur est-ce qu'un ganglion envahi, parce que quand la personne va sortir de son PET scan, il va voir qu'il y a peut-être un ganglion dans le médiastin, qui est la partie, je rappelle pour les auditeurs, au milieu entre les deux poumons. Est-ce que il y a une stratégie en dehors de peut-être qu'on en parlera qu'à la fin sur le traitement médicamenteux, où le radiothérapeute veut dire quelque chose sur l'irradiation des chaînes pulmonaires? Alors d'abord, le radiothérapeute travaille avec le chirurgien, c'est un élément important, c'est que le chirurgien va faire une analyse, un évidement du médiastin qui est essentiel, surtout en termes de diagnostic, de staging, et le radiothérapeute qui avait un rôle important en post-opératoire, là un petit peu moins, pour plein de raisons qui seraient compliquées, mais c'est vrai qu'il y a cette réflexion conjointe du geste du chirurgien, éventuellement du geste du radiothérapeute, et puis des médicaments qu'on va associer, notamment l'immunothérapie, qui a beaucoup changé les choses dans l'évolution de la prise en charge des patients. Merci beaucoup. Moi, je voulais faire un petit commentaire toujours sur le même sujet. Alors, expliquer également que si on arrive à enlever des petits bouts de poumon sans enlever les ganglions, c'est parce qu'on est de plus en plus sûr que ces ganglions ne sont pas envahis. C'est-à-dire qu'on a fait d'énormes progrès dans l'imagerie et notamment dans ce qu'est le PET scan. Alors je pense peut-être qu'on en discutera un petit peu pour donner les avantages de cet examen qui est fabuleux puisque c'est quelque chose dont on rêvait et qu'on a eu. Alors, on va maintenant introduire un temps d'échange sur l'endoscopie interventionnelle thérapeutique. Et donc, c'est Agathe Seguin-Givlet, chirurgien thoracique, qui développe au maximum toutes ces endoscopies, puisqu'elles sont à cheval entre la chirurgie et l'endoscopie, et que finalement, l'endoscopie peut mener à opérer des tumeurs. Elle va nous le montrer. Agathe. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à l'Académie de chirurgie. C'est toujours un plaisir de venir pour vous faire une présentation. Donc, je vais donc vous parler de l'endoscopie interventionnelle thérapeutique. Je me suis permis de rétrécir un tout petit peu le sujet en mettant dans le cancer bronchique non à petites cellules. Sinon, j'aurais probablement dépassé le temps imparti. Et je vais essayer aussi de récolter les quelques questions que vous avez posées pour les intégrer dans la présentation
et aider ainsi le grand public à comprendre. Donc des liens d'intérêt sans aucun rapport avec cette présentation. Qu'est-ce que c'est que l'endoscopie? Eh bien, dit très simplement, c'est aller voir à l'intérieur. Vous pouvez faire une endoscopie digestive, vous allez voir dans le système digestif, une endoscopie gynécologique, vous allez voir par les orifices naturels gynécologiques, et ainsi de suite. Alors, en chirurgie thoracique, ou en tout cas en pneumologie ou en thoracique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est d'utiliser les accès naturels qui sont les bronches pour naviguer à l'intérieur du poumon. Et un geste endoscopique peut précéder une chirurgie dans différentes circonstances. La première, le plus souvent, c'est pour obtenir un diagnostic sur une lésion que l'on aurait vue au sein du parenchyme pulmonaire. Et le deuxième objectif qui est parfois utilisé, c'est pour lever une obstruction quand on a une tumeur qui empêche le bon drainage d'un territoire pulmonaire et qui favoriserait des infections. On va dire que c'est les gestes endoscopiques qui précèdent une intervention chirurgicale les plus courantes. Laurent vous a parlé de gestes endoscopiques qui peuvent succéder à une intervention et notamment l'encombrement respiratoire d'un patient pour aller le désencombrer. Et il faut tout de suite aborder le patient inopérable pour lequel, en fait, s'est développée la possibilité d'utiliser l'accès naturel et l'endoscopie à visée peut-être thérapeutique. Et on lance un peu la présentation. Alors, thérapeutique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour guérir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste quand on est à l'intérieur d'une bronche ou d'une trachée? Eh bien, en haut à gauche, vous pouvez voir, on peut traiter ce qu'on appelle la composante intraluminale, c'est-à-dire la partie émergée de la tumeur que vous allez voir dans le tuyau. Je suis un peu désolée de vous parler un peu comme un plombier, mais c'est exactement ça. On peut la désobstruer en utilisant le matériel de manière mécanique, mais aussi c'est développer des possibilités à type de laser, de coagulation et des techniques qui vont permettre en fait de brûler la lésion tumorale. Il faut garder à l'esprit qu'on ne va pas traiter la partie extraluminale, et donc c'est pour ça que le geste thérapeutique peut être considéré en fait comme partiel ou limité si en fait il est isolé dans la prise en charge du patient. On peut avoir d'autres gestes, traiter par exemple des communications qui ne devraient pas exister entre deux organes à proximité. Typiquement en bas à gauche, eh bien la trachée et l'œsophage qui ont créé une communication entre eux, par exemple à cause d'une lésion tumorale. Ça s'appelle une fistule œsophagienne avec la trachée, et on peut, par un geste endoscopique des deux côtés, aller positionner par exemple une prothèse tant dans la trachée que dans l'œsophage, et qui va permettre de fermer cette communication. On peut aussi traiter une compression qui arrive par l'extérieur et qui pousse sur les voies bronchiques ou trachéales. C'est ce qu'on appelle la compression extrinsèque, et on va aller exercer un effet de contre-pression en positionnant par exemple une prothèse. Mais pareil, le geste va être thérapeutique sur une symptomatologie. Il ne va pas forcément être thérapeutique complètement dans la maladie initiale, qui est le cancer bronchique non à petites cellules. Il est pourtant extrêmement précieux. Alors, est-ce que parfois, quand même, on utilise l'endoscopie de manière isolée, c'est-à-dire dans le but de traiter complètement des tumeurs bronchiques? La réponse est plutôt oui, et surtout sur ce type de tumeurs qu'on appelle des tumeurs à malignité réduite. On m'a demandé de vous parler un tout petit peu des différents types de cancers. Donc il y a ce qu'on appelle les cancers bronchiques non à petites cellules, les cancers bronchiques à petites cellules pour lesquels le traitement est essentiellement médical. Ceux-là, on va les oublier. Dans les cancers bronchiques non à petites cellules, on a isolé en fait dans la classification ces fameuses tumeurs à malignité réduite qui sont des tumeurs neuroendocrines parce qu'elles ont un comportement extrêmement différent que du cancer bronchique non à petites cellules tel qu'il est décrit. Anciennement, on les appelle carcinoïdes typiques ou atypiques. Et notamment dans les localisations carcinoïdes typiques qui ont une fâcheuse tendance à se développer aux dépens de la bronche et donc accessible par les voies naturelles, la bronchoscopie curatrice peut l'être le plus souvent, c'est-à-dire thérapeutique. Il faut se rappeler qu'un carcinoïde typique peut néanmoins évoluer à long terme en donnant des métastases. Et dans les carcinoïdes atypiques, on a plutôt l'habitude de dire que la bronchoscopie ne peut pas à elle seule, sauf chez un patient jugé inopérable, traiter l'ensemble de cette lésion, parce que très souvent, il y a une composante
extra sec, donc extraluminal, comme dans la slide précédente où je vous avais montré. Et c'est cette partie qui va être extra-bronchique, qui va être importante de traiter, éventuellement par une chirurgie complémentaire. Cette fois-ci, le geste endoscopique permet, par exemple, lever de l'obstruction, guérir de son infection, faire le diagnostic, et ensuite programmer une chirurgie qui va avoir moins de morbidité. Et dans les carcinoïdes atypiques, les métastases sont plus fréquentes. Alors, petite image, on voit ici cette tumeur carcinoïde typique, elle a souvent un pédicule qui l'implante, ce qu'on appelle son pied d'implantation. On peut mécaniquement aller un petit peu forer, retirer la lésion, coaguler le pied d'implantation, et si c'est un carcinoïde typique, on peut espérer avoir contrôlé la lésion. Je remercie Jean Dubrez de chirurgien thoracique de Lyon pour l'imagerie qu'il m'a prêtée. Alors, est-ce qu'on a des datas de la littérature? J'ai promis que je n'allais pas vous donner beaucoup de chiffres pour que ça reste extrêmement accessible, mais néanmoins quelques-uns. Ils sont en plus assez drôles pour les chirurgiens thoraciques et c'est pour ça que je me permets de vous les présenter. Oui, il existe des chiffres, beaucoup sur les séries chirurgicales, puisque les chirurgiens nous reprochent parfois de ne pas regarder nos survies à long terme. Et pourtant là, on est à peu près les seuls, puisque finalement, on n'a aucune donnée sur le suivi de patients traités en endoscopie exclusive sur ces tumeurs à malignité réduite. C'est pourquoi les recommandations actuelles disent que pour une tumeur carcinoïde atypique, c'est la chirurgie qui doit être proposée quand le patient est opérable, identique dans les carcinoïdes typiques, à moins que le geste endoscopique ait semblé complet et qu'il n'y ait pas de récidive avec un suivi à long terme. Alors maintenant, on va concentrer le sujet sur ce qui, moi, me passionne, et ce qui va être dans l'innovation et la perspective, puisque c'était la thématique de cette session de ce soir, c'est qu'est-ce que l'on pourrait bien faire pour nos tumeurs qui sont des cancers bronchiques non actifs de cellules et pour lesquels on dit encore que la chirurgie reste le traitement de référence quand le patient est opérable. Pourquoi? Eh bien parce que c'est quand même le seul traitement qui a donné des survies à long terme bien supérieures aux autres traitements alternatifs. Et je sais que la radiothérapie stéréotaxique nous donne également d'excellents résultats grâce aux améliorations qu'ils ont développées. Alors, c'est quoi ces fameuses tumeurs bronchiques, cancer du poumon un peu standard? Il y a les épidermoïdes, ils se développent plutôt dans les parties proximales de nos bronches et souvent les adénocarcinomes qu'on va trouver beaucoup plus en périphérie. Jusqu'à maintenant, on utilisait le geste endoscopique plutôt dans une visée palliative. On lève le rétrécissement, ce qu'on appelle une sténose. On traite ces fameuses fistules, communication entre différents organes. On peut éventuellement aller traiter des métastases, localisations secondaires qui vont se développer au sein des voies aériennes. Et on avait un tout petit chapitre de traitement curatif, vraiment à viser de guérir le patient, qui était quand ces cancers proximaux étaient ce qu'on appelle in situ. C'est-à-dire pas encore invasif sur une étude histologique et donc très très en amont en fait de l'histoire naturelle de la maladie du cancer. Et puis, pour des cancers jugés un peu plus périphériques, surtout si le patient était inopérable, puisque là, on développe toutes les alternatives thérapeutiques qui sont à notre disposition. Et moi, mon objectif de ce soir, c'est de peut-être vous ouvrir des perspectives en vous disant, mais est-ce que nous ne pourrions pas faire mieux ou autrement ? Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'évolutions en chirurgie. Laurent vous les a présentées. La chirurgie n'est pas du tout statique. On est passé d'une chirurgie conventionnelle à cette fameuse chirurgie mini-invasive, qu'elle soit vidéo-assistée ou robot-assistée, ce qu'on a même appelé ensuite une microchirurgie. Joël Dunning, par exemple, dans les pays anglo-saxons, qui a développé ce qu'on appelle la microlobectomie. La fameuse réhabilitation améliorée autour de la chirurgie, j'appelle ça la RAC comme ça, plutôt que la réhabilitation accélérée après la chirurgie. La réhabilitation améliorée autour de la chirurgie, c'est beaucoup plus global. L'épargne parenchymateuse, on ne s'était pas concerté avec Laurent, mais on est vraiment dans les mêmes perspectives. Et maintenant, ce qu'on pourrait appeler la chirurgie endoscopique par les voies naturelles. Et il y aura peut-être encore d'autres étapes. Ça, c'est l'évolution de la chirurgie globale. Je ne vous parle pas que de la chirurgie thoracique. Notamment la chirurgie endoscopique par les voies naturelles. Elle a eu beaucoup de retentissement, je vais vous le montrer un tout petit peu après. Alors, petites images de ce que c'est qu'une chirurgie vidéo assistée. Je suis d'accord avec Laurent, c'est beaucoup moins confortable la chirurgie thoracoscopique et il faut savoir développer l'ergonomie. Vous avez vu ici, on a développé une instrumentation spécifique et on a les épaules un peu plus basses. Mais on aime bien aussi utiliser le robot pour ce confort du chirurgien. Et j'insiste, le confort du chirurgien, c'est la sécurité du patient.
C'est quoi ces évolutions de la chirurgie? C'est de passer de l'intervention vers l'interventionnel, et c'est ce qu'on appelait aussi la NOTS, c'est-à-dire les Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. C'est en fait aller opérer par les voies naturelles. Ça peut au départ sembler un concept complètement fou si on vous dit qu'on va vous enlever votre vésicule biliaire en passant par une voie endovaginale, par exemple. Mais ça a montré que ça avait, par exemple, moins de morbidité. En fait, utiliser les accès naturels qui ont été développés, entre guillemets, par la nature, sont extrêmement bénéfiques dans certaines indications pour le patient. Et puis l'étape d'après, c'est un peu aussi le Graal du chirurgien, c'est est-ce qu'on irait jusqu'à opérer sans ouvrir du tout, opérer à distance? C'est une chirurgie en pleine mutation, c'était le thème d'une conférence qui avait été donnée l'année dernière. Et donc nous, on va s'intéresser ce soir à ce traitement du cancer par voie endobronchique. Alors, en parallèle de nos évolutions de la chirurgie, il faut comprendre qu'il y a en fait eu une révolution qui s'est passée dans nos salles d'opération. À gauche, vous avez la vision d'une salle d'opération dans les années à peu près 70. À droite, c'est des salles d'opération plus ou moins actuellement. Et en fait, ces salles d'opération, pour par exemple un journaliste qui était venu nous voir opérer à l'Institut Mutualisme Montsouris, la réflexion qu'il nous a faite en sortant de la salle d'opération, c'est qu'il a dit « j'ai eu l'impression d'être à la NASA ». En fait, on est excellemment guidé par de la technologie et en fait, le principe du chirurgien, c'est qu'il n'utilise plus seulement ses mains et son bistouri. Il a essentiellement besoin d'être guidé et notamment par l'image. Et moi, j'aimerais bien dire que maintenant, on fait plutôt une chirurgie guidée par l'image. Ce qui donne parfois des conflits avec nos ados parce que je pense que je passe plus de temps sur mes écrans que mes enfants. Alors, une nouvelle voie d'abord, c'est l'endobronchique. C'est pas si récent. Si on regarde cette publication de Endosurgery, il y a déjà Dominique Gossot, qui est le chef de service auquel j'ai succédé à l'IMM et à qui je rends hommage, paru en 1996. Ça traînait quand même un petit peu dans on va dire, les esprits de certains chirurgiens. Ça serait quoi d'aller traiter un cancer par voie endobronchique? D'abord, il faut savoir naviguer jusqu'à la tumeur. Or, quand on rentre un petit endoscope, une caméra dans les bronches ou dans la trachée, très rapidement, on ne voit plus rien parce que l'optique est coincée de par sa taille. Les bronches deviennent tellement fines qu'il faut développer du matériel qui puisse progresser très très loin en périphérie, mais on va perdre la vision directe. Et donc, il faut développer des systèmes de navigation qui continuent de vous guider alors que vous aurez perdu la vision directe. Je suis en train de vous parler de votre GPS de votre voiture. Vous ne voyez pas la rue 3 ou 4 intersections après, mais vous avez le schéma qui est affiché dans votre voiture. C'est exactement la même chose. Et une fois que vous serez arrivé sur le site de votre destination, eh bien, de développer des principes de destruction sur site de la lésion, ce qu'on appelle la destruction endobronchique. Alors, ça existe. New Approach to Treatment of Lung Cancer, c'est un énorme projet irlandais qui a levé des fonds et qui est ce traitement par voie endobronchique. Est-ce qu'on a nos plateformes de navigation? Puisque si on ne les a pas, on ne peut pas aller jusqu'à la tumeur. Oui, l'industrie se développe à nos côtés et on a pour l'instant beaucoup de plateformes de navigation qui sont en train de sortir sur le marché, qui nous assistent dans le fait de rejoindre une tumeur très en périphérie et bien qu'on ne puisse plus la suivre en vision directe. Est-ce qu'on a des techniques de destruction qui seraient endobronchiques ou en tout cas sur site? Eh bien oui, parce que grâce aux radiologues interventionnels ont été développées de nombreuses techniques de destruction, pour l'instant percutanées, c'est-à-dire qui sont réalisées sous scanner en perforant la peau, mais pour ensuite aller au sein du parenchyme pulmonaire. Donc on a la radiothérapie stéréotaxique qui se fait, elle, à distance, mais on pourrait parler de la radiofréquence, du micro-ondes, de la cryothérapie, de la thérapie photodynamique. Je ne vais pas développer ces techniques, mais c'est pour vous dire, oui, en fait, ces techniques, elles sont là, elles existent. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans ces techniques de destruction, quand elles sont utilisées par voie percutanée, et notamment dans les localisations métastatiques, sur cette très grande revue, on a en fait des résultats tout à fait satisfaisants. Que ce soit en utilisant la radiofréquence, le micro-ondes ou la cryothérapie, en fait, à chaque lésion, sa bonne indication. Il n'y a pas forcément, comme entre le chirurgien ou le radiothérapeute, une concurrence. Il y a une complémentarité des techniques pour offrir au patient la meilleure technique pour sa lésion. Qu'est-ce que l'on sait des techniques de destruction par voie endobronchique maintenant? Alors, on a un tout petit peu de littérature sur les patients inopérables, puisque pour l'instant, le traitement de référence, ça reste la chirurgie. Il y a un petit peu de littérature sur la radiofréquence, le micro-ondes, la cryothérapie, exactement comme sur les lésions
métastatique que je vous ai présenté juste avant. Le problème, c'est qu'on n'a aucun tableau comparatif parce que cette littérature est trop récente. Mais pourquoi ? Parce qu'on parle d'innovation. Et c'est quoi l'innovation ? L'innovation, c'est faire émerger une idée. On est au tout début de la courbe. Ensuite, les innovateurs vont sensibiliser une partie de leur communauté. On va voir ce qu'on appelle les adopteurs précoces. Et on voit ensuite le nombre d'indications qui commence à augmenter. Il va y avoir ensuite la majorité précoce, les gens qui vont se dire « Ah bah peut-être que là, il y a quelque chose, il faut qu'on creuse, on s'y met nous aussi ». Et puis il y a toujours ce qu'on appelle la majorité tardive et les retardataires. Et entre-temps, les indications progressent. Alors où on en est, nous ? Eh bien, on a 2 pionniers. On a Kelvin Low, chirurgien thoracique à Londres, et Dr Calvin Enge, chirurgien thoracique à Hong Kong. Et la petite histoire, parce que souvent la grande histoire s'écrit avec la petite histoire, c'est que Kelvin Low et Calvin Enge, qui développent tous les deux en même temps cette technique, ont été à l'école ensemble. Et on est là. Ils ont innové et on est en train de trouver des équipes qui vont être peut-être adopteurs précoces de ces techniques. Alors, qu'est-ce que nous a montré Kelvin ? Il a montré un essai de faisabilité et de sécurité. Bien sûr, quand on développe une nouvelle technique, il faut s'assurer qu'elle va être reproductible et puis qu'on n'entraîne pas de complications pour le patient. Qu'est-ce que nous a montré Calvin Enge ? Eh bien, la même chose, mais à l'autre bout du globe. Et donc, ça nous montre qu'il n'y a pas un biais qui pourrait être lié au fait que vous soyez européen ou asiatique. Et par ailleurs, il commence, parce qu'il a un tout petit peu plus d'avance, à nous montrer les résultats oncologiques. Ce qui est tout à fait important, puisque après la sécurité, la faisabilité, il faudra bien savoir, est-ce qu'en fait, cette technique est valable ? Si elle ne l'est pas, on l'abandonnera. C'est comme ça que des innovations s'arrêtent. Et si au contraire, elle montre sa validité oncologique, il est fort probable qu'elle puisse se développer. Alors nous, on aime bien se considérer dans les adopteurs précoces à l'Institut Mutualisme Montsouris, et c'est le souhait du département de développer cette technique. On est équipé de la plateforme de navigation, on a l'équipe de radiologie interventionnelle, la salle hybride avec son cône Beam City, et on a la technique de destruction par voie endobronchique. Donc en fait, tous les ingrédients sont réunis pour essayer de nous aussi créer notre expérience. Alors, ces techniques de destruction, eh bien, on n'est pas les seuls. Pour l'instant, je ne peux pas vous montrer de chiffres puisque tout est dans le cadre d'essai. Vous voyez, ça, c'est ce qui existe en ce moment. C'était un peu provocateur, l'article, puisque c'était « Est-ce que nous serions prêts à le faire d'emblée ?» En fait, il faut quand même attendre les résultats de tous ces essais qui sont soit en cours de recrutement, soit pour l'instant même déposés, mais pas encore commencés. Qu'est-ce que l'on sait quand même de les études de sécurité et de faisabilité ? Eh bien, ça donne moins de complications, et ça, c'est très important pour les patients. Moins de pneumothorax, moins de pleurésie, moins d'hémoptysie. Pourquoi ? Mais parce qu'on utilise une voie d'abord naturelle. Et alors que quand on utilise le percutané, eh bien, on est obligé de passer la plèvre, passer la paroi thoracique, et donc on a parfois plus de morbimortalité. Quels sont nos objectifs ? Est-ce qu'on les atteint ? Partiellement. On est pour l'instant moins morbide, on a un retour à l'autonomie rapide. Est-ce que le traitement est efficace ? Je mets le point d'interrogation. C'est tout le lieu des études qui sont en train de se développer. Et puis j'aime à faire remarquer que, en parallèle, cette fameuse maladie qui était mortelle, elle devient une maladie chronique. Et donc dans nos réflexions, dans nos stratégies thérapeutiques, il ne faut pas oublier qu'il va falloir prendre en compte l'espérance de vie de nos patients qui s'allonge et malheureusement les possibles deuxièmes cancers bronchiques qui pourraient être développés. Et donc, en conclusion de cette fameuse revue qui était parue en 2020, il y avait, oui, nous avons suffisamment d'évidence pour dire qu'il faut développer cette technique et encore l'honnêteté de dire que nous n'avons pas d'évidence oncologique pour la proposer à l'ensemble des patients porteurs d'un cancer bronchique non à petite cellule. Ça va donc rester pour l'instant chez des patients probablement sans autres alternatives thérapeutiques dans l'objectif de montrer qu'il y a une sécurité également carcinologique. Alors, quelles seraient les prochaines étapes ? Puisque je vous ai dit, rien n'est statique. Là, on est en train d'essayer avec nos moyens actuels, mais est-ce qu'en fait, on ne va pas être aidé en plus dans le futur ? Mais bien sûr qu'on va être aidé dans le futur. Parce que nos plateformes de navigation, elles sont déjà dépassées avec ce qu'on appelle la navigation robotisée. Vous avez vu le robot qui s'est intercalé dans nos blocs opératoires ? Eh bien, en fait, le même survient, mais pour aller tenir l'endoscope et naviguer au sein de la bronche. Et il lui donne une maniabilité, une dextérité extrême. Si bien que certains ont été provocateurs en disant les robots vont maintenant remplacer les chirurgiens dans la bataille du cancer. Moi, j'ai l'habitude de dire non, parce qu'en fait, il faudra toujours quelqu'un qui tienne le joystick du robot. Et le principe du chirurgien, c'est de mettre ses mains pour obtenir la guérison du patient. Donc, on aura encore besoin probablement de chirurgiens, mais nos indications vont être possiblement différentes dans un environnement différent. Avant de conclure, quand on a une idée un peu folle, il faut parfois savoir d'où l'on vient.
Moi, je trouve que notre idée, elle est folle d'aller traiter le cancer par voie endobronchique, mais elle me plaît. Pourquoi ? Parce que mes anciens m'ont appris à regarder ce qui s'est passé. Si vous regardez la cholécystectomie par voie cœlioscopique, en 1987, quand on a réalisé la première, c'était un Français, tout le monde l'a pris pour un chirurgien un petit peu fou. Et pourtant, dans les années 2000, c'est devenu la voie d'abord standard pour retirer une vésicule biliaire. Si vous regardez dans notre spécialité, quand les chirurgiens ont commencé à faire des lobectomies par thoracoscopie, on les a accusés d'être des criminels parce que probablement qu'ils faisaient des compromis sur la validité oncologique des patients. Et en fait, depuis la première lobectomie par vidéo qui a eu lieu en 1994, Laurent vous a montré l'énorme progression de cette chirurgie avec autant de validité oncologique et moins de mortalité pour nos patients. Et puis si l'on regarde encore dans d'autres spécialités, le TAVI, c'est cette implantation de stent dans des valves cardiaques qui sont rétrécies. La première a eu lieu en 2002, premier TAVI, et on fêtait les 20 ans du TAVI. Cette année, c'était encore un Français, c'est pour ça que j'aime bien vous présenter ces exemples. Et depuis 20 ans, on assiste à plus de 1 500 000 implantations dans le monde de cette technique, qui au départ était pour des patients inopérables, et qui maintenant, petit à petit, commence à diminuer dans les indications et de première intention. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand l'idée est un peu folle, on va être assisté par l'industrie, on va être assisté par notre expérience, et peut-être que cette idée, elle va pouvoir aboutir. Le traitement endoscopique du cancer bronchique, en fait, il est faisable, il est probablement sûr, ça reste un traitement multidisciplinaire. On ne va pas pouvoir le développer sans s'aider de l'ensemble de ces technologies et des spécialités qui y sont afférentes. Le pneumologue, le radiologue interventionnel, la personne qui maîtrise par exemple la destruction endobronchique par micro-ondes. Son efficacité, eh bien, c'est tout l'enjeu des années qui viennent avec plusieurs centres. On s'engage ensemble pour monter des registres pour essayer de le démontrer. Et mon message peut-être pour ce soir, c'est ce qui peut nous sembler impossible aujourd'hui quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire. Il faut probablement croire en ce qui nous semble impossible aujourd'hui. Et si ce n'est pas nous qui le réalisons, probablement que nos futurs internes sauront le faire à notre place. Voilà, je vous remercie et cette présentation n'aurait pas eu lieu sans le soutien de toute l'équipe de l'Institut. Merci. J'ai le désir, à partir de votre communication, de vous appeler Agathe. Oui. Je suis totalement séduit, non pas par Agathe, mais parce que vous avez, ça n'a plus le droit de dire ça, mais parce que vous venez de nous décrire, qui est complètement fascinant. Il y a juste une remarque qui me vient à l'esprit, puisque notre génération, si vous voulez, on avait deux choses fondamentales en cancérologie, qui étaient l'anatomopathologie de la tumeur et les berges-selles. Donc, si vous voulez, il y a vraiment pour les chirurgiens une conceptualisation qui doit évoluer, c'est-à-dire, j'aurai pas la pièce opératoire, mais peut-être que mes techniques d'imagerie préopératoire me suffisent pour avoir une idée correcte, et deuxièmement, je n'aurai pas le contrôle exact des berges et l'analyse des berges. Donc, comment arrivez-vous à vendre ces nouvelles techniques avec ces deux réflexions-là pour expliquer un petit peu comment ça marche. Voilà, merci. Bien sûr. Donc, pour en fait l'analyse histologique, bien sûr qu'on a besoin du diagnostic histologique avant le traitement. Donc là, on reste entre guillemets relativement classique, soit par une ponction sous scanner, soit même par des systèmes de navigation avec des gestes endoscopiques qui nous permettent d'obtenir le diagnostic. On est aussi extrêmement rigoureux sur l'analyse ganglionnaire, puisque pour le chirurgien, il y a non seulement l'anatomopathologie de la pièce, c'est-à-dire de la tumeur en elle-même, mais on est aussi très vigilant sur l'atteinte ganglionnaire. Pour la deuxième question, c'est-à-dire ce qui concerne les marges, c'est tout justement l'enjeu de développer des techniques de destruction endobronchique qui nous assurent des marges. En fait, si on utilise la radiofréquence ou le micro-ondes, on sait très bien analyser les imageries immédiates post-procédure avec ce qu'on appelle un halo qui apparaît et qui nous donne en fait la marge de sécurité qu'on va avoir fait un tout petit peu plus large que la tumeur. Alors bien sûr, on n'aura pas la pièce opératoire en main pour vérifier que de fait, on aura réellement tout contrôlé, mais je pense qu'on va aussi en parallèle développer les moyens de suivre ces patients et de savoir quand est-ce qu'éventuellement c'est insuffisant, il faut renouveler le geste ou ça a été parfaitement contrôlé.
Et puis j'ai l'habitude de dire, et j'aime bien terminer comme Philippe tout à l'heure, ou même comme Laurent, en fait on n'est pas tout seul. Et je ne pense pas que la destruction endobronchique va répondre à elle toute seule à la question du cancer bronchique. Elle va s'associer dans un panel thérapeutique qui est de comment est-ce qu'en plus je vais améliorer ma réponse immunitaire, comment je vais donner cette réponse immunitaire. Est-ce que maintenant je ne vais pas pouvoir traiter les ganglions différemment? S'ils sont envahis, par exemple, on a des essais avec des injections intraganglionnaires cytotoxiques de chimiothérapie pour détruire les ganglions. Et donc, en fait, on est dans une multitude d'arsenals thérapeutiques et ça va être à nous de trouver les bonnes combinaisons adaptées aux patients. Je vous remercie de votre réponse. Ma réflexion, c'était de dire qu'on est vraiment dans un concept, on va utiliser ce mot qui est très à la mode, de disruptif dans l'approche grâce à l'ensemble multidisciplinaire, parce que vraisemblablement aussi, je vais vous dire, ils vont faire de l'histologie par imagerie. Si on n'a pas invité d'anapathe aujourd'hui, mais alors, il y a la avec en plus, ça commence, je le sais bien. Dites, en plus avec l'intelligence artificielle, l'analyse. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une révolution dans la prise en charge du cancer. Et là, on parle du poumon ce soir, mais qui est extrêmement importante et qui illustre bien qu'on doit aller tous dans le même bateau pour faire avancer les choses. Est-ce que, Monsieur Dahan, vous voulez rajouter quelque chose et féliciter votre élève? Oh, je ne peux que la féliciter. De toute façon, c'est quelque chose que tout le monde connaît dans notre spécialité. L'efficacité, la rigueur et puis la pugnacité d'Agathe Seguin. Alors, je voulais poser une question. On parle du cancer du poumon, mais on ne parle pas du cancer du poumon des non-fumeurs. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Ou est-ce qu'on pourra en parler après? Moi, j'aimerais bien quand même, parce que moi, il me semble, au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on a de plus en plus de personnes qui ont des cancers du poumon et qui n'ont jamais fumé ou qui n'ont apparemment pas de facteurs. Je ne sais pas si... Je pense que Nicolas pourra probablement en parler, mais effectivement, on est confronté à de plus en plus de patients, et notamment de patientes qui présentent des notamment adénocarcinomes sans avoir le facteur de risque du tabagisme ou une éventuelle exposition professionnelle. Et c'est important de le prendre en compte, puisque si on pense au développement du dépistage, il est pour l'instant encore corrélé au facteur de risque qui est le tabac. Et si effectivement cette progression de cancer non lié au tabac se poursuit, il faudra probablement revoir aussi si on ne peut pas dépister différemment, ou comment est-ce qu'on pourrait mettre en lumière chez ces patients qui vont échapper au dépistage peut-être classique pour les traiter relativement en avance avant l'évolution naturelle de la maladie qui souvent est infraclinique. Très bien, puisque je vois que Nicolas Girard se met en place, eh bien, on va nous parler de la révolution que sont les traitements ciblés, l'immunothérapie, puis là, il y a plein de questions qu'on va se poser sur tout ça, parce que on a l'impression que finalement, la chirurgie va être de moins en moins utile, mais il faudra savoir à quel moment elle va être utile, comment, et donc, encore une fois, on répète l'intérêt de ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire, chose qui a été instaurée par Monsieur Chirac, je crois. Le plan de cancer, c'est lui qui nous a mis dans l'esprit le fait que on était mieux à soigner à plusieurs que tout seul dans son coin, ne serait-ce que en discutant. Alors, Monsieur Girard. Merci. Merci beaucoup de cette invitation dans cet illustre lieu. Et je suis très heureux de venir vous parler de ces nouveaux traitements médicaux, parce que finalement, on va s'apercevoir que la chirurgie n'est pas toujours curative, que parfois la discussion multidisciplinaire est importante, et que parfois, il n'y a plus de pièce opératoire lorsqu'on opère. La tumeur aura complètement disparu avant même qu'elle soit retirée du corps du malade. C'est grâce probablement à un certain nombre d'innovations thérapeutiques, mais aussi à un changement des stratégies dans les traitements médicaux. Et je vais vous parler de deux révolutions dans les prises en charge des cancers bronchopulmonaires. Je vous parlerai surtout des patients que l'on opère, pour une fois, mais en prenant l'exemple de ces patients métastatiques. Dans les cancers bronchopulmonaires, les cancers du poumon, on a le groupe le plus fréquent qui sont ces cancers non à petites cellules. On a aussi les petites cellules, mais on n'en parlera pas ce soir parce que ce sont des patients pour lesquels malheureusement il n'y a pas d'innovation thérapeutique ou peu d'innovation thérapeutique, pour lesquels il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de place pour la chirurgie.
Pour ces tumeurs non à petites cellules, on a globalement 3 grands groupes, hein, les tumeurs précoces, celles qu'on opère, les localement avancées, qu'on opère parfois, et puis les métastatiques qui constituent la principale finalement population de patients. Pourquoi ? On l'a dit, hein, le cancer du poumon, il y a peu de symptômes. On est dans une situation où le diagnostic est souvent tardif. Ce sont les métastases qui révèlent la maladie. Et donc 60-70% des patients sont diagnostiqués à un stade métastatique ou localement avancé aujourd'hui. C'est donc pour ces patients qu'un certain nombre d'innovations thérapeutiques ont été développées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le cancer, c'est une maladie qui résulte de plusieurs mécanismes. Et ces mécanismes sont universels, quel que soit d'ailleurs le type de cancer. On a des mécanismes de prolifération, hein, le poumon, les cellules pulmonaires deviennent cancéreuses et se mettent à proliférer. Elles échappent à tous les mécanismes de contrôle qui existent. On estime qu'à partir de 40 ans, tout le monde fait des cellules cancéreuses chaque jour. Chacun d'entre nous faisons 1 à 2 cellules cancéreuses chaque jour. Et bien sûr, on ne développe pas tous des cancers. Pourquoi ? Parce qu'on a des mécanismes de défense qui permettent d'éliminer ces cellules cancéreuses, notamment notre système immunitaire qui est très actif pour cela. Et puis, beaucoup de mécanismes qui vont contrebalancer cette prolifération tumorale. Le cancer est une maladie des gènes. Et notamment d'une modification de nos gènes, c'est-à-dire du code de nos cellules vivantes. La modification de ces gènes conduit justement, lorsqu'elles sont positionnées au mauvais endroit, par malchance ou par fragilité, à ce qu'une cellule se mette à proliférer de façon non contrôlée et échappe à tous ces mécanismes de régulation. Ces mutations, ces altérations dans nos gènes, qui sont des altérations propres hein, pour la plupart des cancers, c'est pas des mutations transmissibles à notre descendance. Ces mutations, elles surviennent sur le fait de l'exposition à des agents carcinogènes, le tabac hein, pour le cancer du poumon, mais ça peut survenir également par malchance. Vous mentionnez les cancers du poumon du non-fumeur. Elles résultent souvent de mutations très particulières dans des zones de repli de notre ADN, des zones qui sont un peu exposées à l'extérieur, et donc ça frotte contre un certain nombre de structures biologiques et ça se modifie par malchance en fait. Alors, les mécanismes dans cette biologie sont importants parce que on peut éteindre ces mécanismes biologiques qui vont conduire à la prolifération des cellules cancéreuses, et notamment lorsqu'il y a des mutations particulières dans des endroits particuliers de nos gènes qui vont constituer des sortes d'interrupteurs qui s'allument et puis qu'on va pouvoir éteindre avec un certain nombre de médicaments, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. On dit, dans cette situation de cancer du poumon où il y a une anomalie particulière au niveau d'un gène, un interrupteur qui s'allume, que la cellule, elle devient addicte, elle devient droguée à cette mutation, parce que c'est grâce à cette mutation qu'elle prolifère, c'est grâce à cette mutation finalement qu'elle va aller donner des métastases, mais du coup, cette mutation devient sa fragilité, et c'est un talon d'Achille pour ces cellules cancéreuses, que l'on peut donc cibler, et rien qu'en éteignant cet effet de la mutation sur le gène, on pourra détruire complètement la maladie tumorale. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de situations, et on peut redécouper les cancers du poumon en de multiples entités, non plus sur la base de l'extension de la tumeur dans l'organisme, le stade, non plus sur la base de l'histologie, l'aspect de la tumeur au microscope, mais en analysant ces mutations particulières. Et donc, on va avoir un certain nombre de patients qui vont avoir une mutation de l'EGFR, une autre proportion de patients qui vont avoir une mutation de KRAS. Ces mutations sont exclusives les unes des autres parce qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Une seule de ces mutations introduite dans une cellule normale transforme la cellule en cellule cancéreuse qui va proliférer et développer des métastases. Donc, c'est vraiment un effet d'interrupteur qui s'allume et que l'on va donc pouvoir cibler. Aujourd'hui, dans les cancers du poumon métastatiques, mais aussi dans les tumeurs de stade précoce, il est recommandé d'aller analyser ces anomalies pour caractériser la tumeur, que l'on caractérise par son extension dans l'organisme, par son aspect au microscope, mais aussi sur le plan, s'il en existe un, d'un gène particulier qui va être en fait le moteur du développement de la cellule cancéreuse. Si l'on identifie l'une de ces mutations, on pourra donner un traitement ciblé. C'est ce qu'on fait pour les patients qui sont diagnostiqués d'une tumeur métastatique, par exemple avec une mutation de l'EGFR. On va donner un traitement inhibiteur de l'EGFR.
C'est intéressant parce que ce n'est pas de la chimiothérapie, c'est donc des médicaments qui sont mieux tolérés. C'est un médicament par voie orale, et comme on éteint le moteur, ça marche à tous les coups. À 90 ou 95% des cas, de 90 à 95% des cas, on aura une diminution de la tumeur. Cette diminution n'est pas éternelle parce qu'il y a des mécanismes complexes, mais on est dans une situation où ces patients métastatiques vont avoir parfois une disparition complète de leur tumeur. Alors comment ça s'applique chez les patients qui sont opérés ? Eh bien, de la même façon qu'en situation métastatique, on cherche donc à identifier au sein d'un groupe de patients atteints de cancer du poumon métastatique ou de stade précoce, ils ont tous un cancer du poumon, on va caractériser ces mutations pour justement les différencier les uns des autres et donner le bon médicament ciblé contre la mutation présente chez le malade. C'est la question de la personnalisation, de la médecine de précision, la médecine personnalisée. On va aller chercher chez un malade précis une caractéristique qui va permettre de donner un traitement particulier à un malade donné et à ne plus fonctionner de façon probabiliste en disant ce traitement marche dans 50% des cas, donc je vais le donner parce que ça marche plutôt bien, et puis on verra bien si ça marche. Non, là, on cherche à l'avance à déterminer si le médicament va marcher, et on va donner le médicament ciblé que contre les tumeurs qui y sont sensibles. Alors quand on fait ça, pour les tumeurs opérées, il y a un certain nombre de patients qui ont des tumeurs opérées, de stade précoce donc, et qui portent l'une de ces anomalies. Quand on les recherche, c'est à peu près 10% des patients qui vont porter ces mutations de l'EGFR. Alors ces patients, ils vont être opérés, je vous rassure, on ne va pas vous les enlever, mais par contre, ce dont on s'aperçoit, dans les études qui comparent après chirurgie d'un cancer du poumon ici avec une mutation de l'EGFR, ces patients sont opérés, résection complète, parfait, tout va bien, la tumeur a disparu. On a regardé si donner un inhibiteur ciblé de l'EGFR, en bleu, il s'appelle osimertinib, peu importe, ou un placebo changeait les choses pour les malades. Et lorsqu'on fait ça, eh bien vous voyez que déjà, les patients en jaune, ceux qui ont reçu le placebo, après pourtant avoir été complètement opérés de leur tumeur, au bout de 6 mois, il y en a 30% qui ont rechuté. Au bout d'un an, il y en a 40% qui ont rechuté. Au bout de 2 ans, ils sont 60% à avoir rechuté. Donc, lorsqu'on a ici une mutation, qu'on opère le patient et qu'on fait une surveillance, eh bien, vous voyez, la tumeur, elle revient finalement très vite. On a une maladie qui est assez agressive. Quand on donne l'inhibiteur en adjuvant, c'est-à-dire après la chirurgie, vous voyez la courbe bleue, à 2 ans, on a toujours 90% des patients qui n'ont toujours pas rechuté. Et on réduit de 83% le risque de rechute avec ce traitement, un médicament par comprimé, qui est donné ici pendant 3 ans, après la chirurgie d'un cancer du poumon. La chirurgie est importante, évidemment, mais on s'aperçoit que dans cette situation, le risque de rechute est majeur après l'opération, si l'on ne donne pas le médicament ciblé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut impérativement chercher la mutation ici, la mutation de l'EGFR, sur toutes les pièces opératoires. Et aujourd'hui en France, il y a moins de 20% des patients opérés qui ont une caractérisation de l'EGFR, alors que ce médicament, osimertinib, est accessible. Donc, probablement qu'il y a des patients, malheureusement, pour lesquels on ne donne pas le traitement par méconnaissance de la mutation. C'est un élément très important de caractériser la mutation ici de l'EGFR en situation post-opératoire. Alors évidemment, c'est compliqué, ces thérapies ciblées, parce que les tumeurs, comme les bactéries et les antibiotiques, elles résistent au bout d'un certain temps à ces traitements ciblés, elles acquièrent d'autres altérations qui les rendent résistantes à ces traitements ciblés, et donc on a des séquences thérapeutiques d'inhibiteurs divers et variés. On rebiopsie les patients de façon multiple, soit on rebiopsie les tumeurs, soit on fait des biopsies liquides, c'est-à-dire que l'on cherche dans le sang les modifications de ces mutations au cours du temps. Alors, les mutations de l'EGFR, c'est 10% des cancers du poumon, donc il y a d'autres patients pour lesquels il y a d'autres altérations, mais il y a aussi beaucoup de patients, 50% au moins, pour lesquels on n'identifie pas ces mutations très précises. Et dans cette situation-là, c'est plus compliqué. En fait, pour beaucoup de ces patients, il existe un échappement à notre système immunitaire. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, tout le monde fait des cellules cancéreuses et on réussit à les éliminer, sauf qu'à un moment, on n'arrive plus à les éliminer. Il y a un échappement au système immunitaire, à cette immunosurveillance, qui est le fait de l'âge, qui est le fait de mécanismes multiples, aussi de l'exposition à certains carcinogènes.
Normalement, lorsqu'on a une tumeur, ici représentée en gris, elle doit finalement pouvoir être détruite par nos cellules immunitaires parce qu'elles sont reconnues comme étant différentes de nos tissus normaux, de nos organes normaux. Et donc, on reprend le système immunitaire qui est représenté par ces petites cellules vertes, reprend des morceaux de ces cellules cancéreuses, les reconnaît et puis amplifie, développe des lymphocytes, des soldats qui vont aller détruire cette tumeur. Et comme la tumeur est encore plus détruite, il y a encore plus de morceaux et donc ça s'amplifie, et la tumeur disparaît. C'est ça la réponse immunitaire, c'est ce qui doit se passer normalement. Sauf qu'à un moment, le système immunitaire il est complètement dépassé parce que la cellule cancéreuse, elle développe des protections contre le système immunitaire. La cellule cancéreuse qui est représentée ici en rouge, elle interagit normalement avec la cellule de défense, la cellule immunitaire en bleu, et qui la reconnaît et qui va aller la détruire. Une réponse immunitaire va se produire. Ce qui se passe, c'est que les cellules cancéreuses en rouge, elles expriment des sortes de marqueurs, ici PDL1, une sorte d'armure ou de masque en fait, qui va faire que lorsque le globule blanc il passe à côté de la cellule cancéreuse, il va se bloquer contre ce petit marqueur PDL1 et il va rien se passer, il va être éteint. Il va faire comme s'il ne l'avait pas vu. Alors la cellule cancéreuse va pouvoir continuer à proliférer. Et aujourd'hui, l'immunothérapie, notamment dans les cancers du poumon et dans de nombreux cancers solides, c'est justement d'éteindre le PDL1. De l'inhiber pour que justement, lorsqu'on bloque cette interaction entre PDL1 et PD1 par cet inhibiteur qui est ici représenté en vert, le lymphocyte va pas reconnaître PDL1 et la cellule cancéreuse elle va s'arrêter de proliférer parce qu'elle va être effectivement reconnue par le système immunitaire. Alors on fait ça tous les jours. Aujourd'hui, les cancers du poumon métastatiques, le traitement sont ces inhibiteurs de PD1, PDL1, ce qu'on appelle communément l'immunothérapie. Ça a doublé la survie des patients. On a une grande proportion de patients qui sont vivants à 5 ans, même après le diagnostic d'un cancer métastatique. Comment ça se passe pour les tumeurs de stade précoce? C'est intéressant, les tumeurs de stade précoce, les tumeurs qu'on opère, parce que là, le système immunitaire, il n'est pas encore complètement dépassé, parce que, évidemment, il n'y a pas de métastase, donc il y a quand même un système immunitaire qui fonctionne. Et donc, on peut donner l'immunothérapie soit encore après la chirurgie. Ici, c'est une étude, on prend les tumeurs opérées, on leur fait un peu de chimio comme d'habitude, et puis on compare le fait de faire de l'immunothérapie pendant 1 an versus rien du tout. Et lorsqu'on fait ça, oui, on a un bénéfice, vous voyez, qui n'est pas majeur, qui n'est pas aussi important que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais on réduit de 40%, 35%, le risque de rechuter en faisant l'immunothérapie après la chirurgie. Donc c'est pas mal, c'est incrémental, on améliore les résultats. Mais non, la vraie transformation, le vrai élément majeur qui change aujourd'hui les pratiques chirurgicales et multidisciplinaires, c'est l'immunothérapie avant la chirurgie. Pourquoi c'est plus puissant l'immunothérapie avant la chirurgie? Parce que la tumeur elle est toujours là, donc elle peut stimuler le système immunitaire, et lorsqu'on va donner l'immunothérapie, on va encore plus stimuler le système immunitaire. Et donc ici, on a donné, et c'est une étude qui a été en partie conduite à l'Institut Mutualisme Montsouris et à l'Institut Curie, publiée dans le New England Journal of Medicine, qui est le plus grand journal de médecine au monde, immunothérapie et chimiothérapie avant d'opérer. On va, chez un quart des patients, faire disparaître la tumeur. Dans 24% des cas, après l'exposition à 3 injections de chimiothérapie et d'immunothérapie, donc un traitement très court, chez un quart des patients, lorsque le chirurgien, content de lui, a enlevé la tumeur, il l'a transmise au pathologiste, il l'a regardé au microscope, il n'y a plus de cellules cancéreuses, plus une seule cellule cancéreuse. Ce qu'on appelle la réponse pathologique complète. La réponse complète, la disparition de la tumeur. Je ne sais pas si on a opéré pour rien. En tout cas, ces malades n'ont plus de cellules cancéreuses à l'endroit où il y avait la tumeur. Tumeur qui est pourtant encore visible à la radio parce que il y a des phénomènes inflammatoires et immunitaires qui se produisent au sein de la tumeur. Lorsqu'on fait que de la chimiothérapie, il n'y a que 2% des patients pour lesquels on a cette disparition complète de la tumeur. Et ça se traduit évidemment en une réduction du risque de rechuter de 40% et une réduction du risque de mourir de son cancer de 40%. Donc aujourd'hui, le standard thérapeutique, c'est de faire de l'immunothérapie et de la chimiothérapie avant d'opérer les patients porteurs d'un cancer du poumon. Donc on ne peut plus opérer les patients directement. Aujourd'hui, c'est une biopsie préopératoire. On analyse les marqueurs, le GFR dont j'ai parlé, on analyse finalement les marqueurs de l'immunothérapie, on donne un traitement avant d'opérer les patients. C'est ça qui permet d'améliorer la survie à long terme, à la fois de réduire le risque de rechute et le risque de mourir de son cancer du poumon.
Alors c'est compliqué aussi l'immunothérapie, tout n'est pas simple, vous voyez, on donne un médicament alors qu'il y a de multiples cellules immunitaires, que certaines tumeurs ont des profils très différents. On peut distinguer des tumeurs où il y a de l'inflammation, beaucoup de cellules immunitaires, et donc ce sont probablement ces tumeurs-là, ces 24% de tumeurs qui disparaissent complètement lorsqu'on donne l'immunothérapie. En jaune, il y a des déserts immunitaires, où là, il n'y a pas de cellules immunitaires qui passent, et tout l'enjeu va être de faire rentrer les cellules immunitaires dans la tumeur. Et puis, il y a des tumeurs pour lesquelles qui excluent les cellules immunitaires en faisant une sorte de barrière autour d'elles. Et là encore, il va falloir travailler sur les mécanismes de cette exclusion immunitaire. Alors, on peut représenter les tumeurs comme on les voit au microscope, hein, c'est la partie gauche de la diapositive. Bon, les pathologistes sont spécialistes de cette analyse pour décrire les différents sous-types de tumeurs, mais aujourd'hui, on peut regarder les tumeurs d'une autre façon, ici, avec une analyse moléculaire de chaque cellule immunitaire autour des cellules cancéreuses, qui sont dans cette biopsie rose que l'on voit. On peut voir de façon multicolore toutes les populations immunitaires qui reconnaissent chacune d'entre elles certaines cellules tumorales. Et donc, c'est probablement en travaillant sur ce type d'analyse complexe que l'on peut comprendre la réponse immunitaire et, du coup, la stimuler au mieux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas Girard. À titre personnel, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Je voulais mentionner, parce que sans vouloir être très érudit, que l'immunothérapie a été couronnée quand même d'un prix Nobel en 2018 par, j'ai retrouvé leur nom, je ne savais plus par cœur, Jem Allison et Tasuku Honjo, et c'est quand même, c'est une véritable révolution, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis je voudrais qu'on revienne au cancer du poumon, et je vais donner peut-être la parole à Marcel pour qu'il nous rappelle comment c'était quand il était petit interne le cancer du poumon, et comment c'est maintenant, et qu'est-ce qu'il en pense déjà, et puis après on va amorcer peut-être une discussion. Oui. Alors il est vrai que, encore une fois, je le redis, en dehors de la chirurgie, on avait l'impression d'annoncer une sentence de mort inéluctable, chose qui a complètement changé, puisqu'aujourd'hui on ne parle plus de sentence, on dit de toute façon on va trouver un moyen de vous soigner et de faire que cette maladie mortelle devienne, encore une fois, une maladie chronique. Avant d'essayer alors évidemment, on pouvait se demander, une fois opéré, quelles étaient les chances de survie à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bon, ça dépendait un petit peu et du type et de choses qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas pourquoi des gens à qui on enlevait une petite tumeur, certains étaient vivants 15 ans après, d'autres mouraient 6 mois après avec des métastases partout. Et aujourd'hui, on commence à appréhender tous ces éléments. Alors vous avez posé un postulat en disant on ne devrait pas opérer une tumeur sans avoir une biopsie. Alors, juste pour le public non averti, il faut savoir que des fois on ne peut pas avoir le diagnostic parce que ces tumeurs sont très profondes et on fait ce qu'on appelle une chirurgie à la fois diagnostique et thérapeutique. Or, les analyses génétiques, telles qu'on aimerait les avoir, on ne peut pas les avoir au moment de l'opération, et donc on ne peut pas revenir en arrière en disant on arrête, on fait l'immunothérapie et après on réopère. Alors comment on peut imaginer l'avenir de ces personnes pour lesquelles on a des petites tumeurs qu'on va opérer? Des fois c'est pas des cancers et ça peut poser des problèmes d'annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer et puis il n'a pas de cancer au final. Comment on peut imaginer les choses chez ces gens-là pour lesquels le diagnostic est vraiment très difficile à obtenir en pré-op? Alors aujourd'hui, l'immunothérapie, c'est surtout pour les tumeurs de plus de 4 cm, en fait, donc des tumeurs quand même qui sont assez volumineuses, mais qui, je suis d'accord, peuvent être parfois mal placées, d'où l'intérêt des techniques d'endoscopie nouvelles dont on a pu parler pour permettre ces diagnostics. La biopsie liquide est aussi quelque chose d'extrêmement utilisé et prometteur dans ce type de situation. Puis, ce n'est pas une erreur d'opérer une tumeur pour laquelle on n'aurait pas pu obtenir une biopsie. Je vous ai montré que faire de l'immunothérapie en post-opératoire était également un élément qui permettait d'améliorer le pronostic des patients. Donc, on aura des situations dans lesquelles on aura le diagnostic avant d'opérer, et c'est probablement des patients qui devront avoir un traitement avant la chirurgie, traitement limité dans le temps, mais qui permet d'obtenir ces réponses pathologiques complètes et de réduire le risque de récidiver et de mourir de sa tumeur. Et puis des patients qui garderont, qui seront dans une situation où la biopsie n'a pas été possible et pour lesquels on fera l'immunothérapie après.
Je rebondis sur la remarque de M. Dahan aussi, parce que c'est fréquent quand on fait de la chirurgie. On a supprimé fort heureusement la radio du poumon préopératoire, grâce à des pneumologues de votre qualité. Et en fait, il arrive souvent, quand on fait le bilan d'un malade, quel qu'il soit, pour une discipline différente, de trouver ce que j'aime bien appeler l'OVNI, c'est-à-dire, ou l'IVNI, j'en sais rien, l'image non identifiée qui est dans le poumon. Et donc ça, c'est un des grands problèmes que on peut dire à tout le monde, qu'ont les pneumologues tous les jours, c'est qu'on leur adresse des images qui sont des petites taches qu'il y a sur le poumon, puisque c'est la rançon du progrès et de la qualité de nos imageries. Et donc, il y a toute une démarche qui est très protocolaire, et puis on arrive au dernier recours, parfois on ne sait pas, et parfois, comme vient de vous le dire M. Dahan, on est obligé de faire alors j'ose plus dire une thoracotomie exploratrice parce que je crois que ça serait mal vu, mais enfin en tous les cas une thoracoscopie exploratrice ou une bronchoscopie exploratrice, et qu'en général on arrive au diagnostic. Il y a une autre chose que je voudrais expliquer aux gens, c'est que parce que M. Girard utilise facilement le mot de biopsie liquide, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous avez une tumeur, quelle que soit la localisation, d'environ 1 cm3, il y a en gros 10 puissance 6 cellules qui passent par jour dans la circulation. Et c'est comme ça qu'on a les métastases. Mais fort heureusement, ces cellules qui passent dans la circulation sont pratiquement toujours détruites, sauf une qui est plus agressive que d'autres. Mais par contre, comme elles sont dans la circulation, les nouvelles techniques permettent de recueillir un élément si vous voulez, un bout de sang, je peux dire, en tous les cas un bout de sérum dans lequel il y a ces cellules. Et donc les techniques actuellement de laboratoire permettent de trouver ce qu'on appelle ces cellules circulantes et de les identifier, de montrer, comme l'a montré M. Girard, le vrai profil génomique de cette cellule et de dire qu'est-ce qu'elle a sur sa surface, comment elle est, etc. Donc ça, c'est des notions qui ont aussi là complètement transformé. On ne pouvait pas aborder tout ce qui a transformé la vie des patients atteints de cancer en général et de cancer du poumon en particulier. Mais c'est ça l'idée d'une biopsie liquide, et finalement on est encore là dans cette disruption dans la prise en charge cancéreuse actuelle qui est vraiment totalement, je trouve moi, complètement fascinante. Est-ce que vous avez quelques questions dont les gens ce soir sont pas très... Oui, on va discuter entre nous. Agathe, tu as une question? Oui, une question pour Nicolas, peut-être pour le grand public, pour bien repréciser que si on a une mutation EGFR, le principe de donner une immunothérapie avant l'intervention chirurgicale n'est pour le coup pas recommandé parce que c'est cette mutation ciblée qui drive un peu mieux, et peut-être parce que sinon les gens pourraient croire si j'ai pas eu l'immunothérapie avant, on ne m'aurait pas forcément bien traité, c'est peut-être pour rassurer. C'est très dichotomique, c'est-à-dire que soit on a l'une de ces mutations dont j'ai parlé, interrupteur, moteur de la cellule cancéreuse, soit il n'y en a pas, et auquel cas on donne l'immunothérapie. L'immunothérapie est peu efficace en situation de mutation, et les traitements ciblés contre les mutations, si la mutation n'est pas fréquente, ne servent à rien. Donc on est dans deux situations complètement séparées l'une de l'autre. Soit il y a une mutation, soit il n'y en a pas. S'il y a une mutation, on ira vers la thérapie ciblée. S'il n'y a pas de mutation, on va vers l'immunothérapie. Et alors une autre question que commence à se poser le chirurgien qui fréquente les RCP et puis le sujet passionnant de l'immunothérapie. Le chirurgien doit fréquenter une RCP. Voilà. Je vous rappelle. C'est quid des ganglions? Est-ce que tu penses que la réponse immunitaire pourrait se développer? Est-ce qu'elle se développe essentiellement dans les ganglions du thorax? Et est-ce que le fait que du coup on les retire en faisant le curage ganglionnaire pourrait péjorer l'action de l'immunothérapie notamment? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu penses qu'en fait cette réponse immunitaire pourrait aussi se situer dans d'autres zones de notre système immunitaire et qu'il faut continuer quand même de faire ce curage tout comme on avait l'habitude de le faire parce qu'on en a besoin pour le staging précis du patient? Quid? C'est une vraie question. Aujourd'hui, on pense que l'immunothérapie a un effet plutôt central, en fait. Donc, au niveau ganglionnaire, éventuellement au niveau de la thymopoïèse elle-même. Et donc, on est sur des mécanismes qui sont complexes, probablement très différents aussi d'un patient à l'autre. Je n'ai pas l'impression que faire le curage ganglionnaire change finalement l'effet de l'immunothérapie. On le voit notamment sur des corps de patients de stade plus ou moins avancé, finalement. C'est une question qui reste ouverte. Et je crois que dans le contexte de l'immunothérapie, il y a beaucoup de questions chirurgicales qui s'ouvrent. Celle du curage, tu l'as mentionné, mais également celle de l'extension de la résection chirurgicale. Si l'on est capable de savoir à l'avance s'il y a une disparition complète des cellules tumorales dans la tumeur, on va probablement se dire je vais faire une chirurgie plus limitée. Peut-être pas une lobectomie, peut-être juste une segmentectomie, certainement pas une pneumonectomie et peut-être juste une lobectomie. Donc les questions autour de la chirurgie, dès lors que l'on sait
que l'on donne des traitements préopératoires, que l'on sait identifier chez quel patient il y a une disparition complète des cellules tumorales, et donc pour lesquels peut-être la chirurgie n'a pas une valeur dans le pronostic global du patient aussi importante que chez un patient pour lequel les cellules tumorales seraient toujours présentes, ce sont des questions qui sont effectivement tout à fait ouvertes. Donc, j'ai l'habitude de dire, et c'est quand j'étais président de la commission de cancérologie de l'Académie de médecine, c'est les chirurgiens des tumeurs solides aimeraient arriver à la leucémie. Je ne sais pas si toi tu t'es beaucoup occupé de leucémie, mais que ce soit la leucémie à premier leucyte, que ce soit les leucémies myéloïdes aiguës, que c'est de guérir la dernière cellule. C'est cet objet qu'on a tous de dernière cellule. Et les chirurgiens ont eu cette angoisse de la dernière cellule. Moi, je faisais plutôt de la chirurgie de l'ovaire, et on a eu, grâce aux nouveaux traitements également de chimiothérapie ou de PARP ou autre, on va pas raconter ça ce soir, mais parfois d'une disparition complète. Un pelvis qui était totalement... Et on se posait la question, devons-nous resséquer cette région prérectale? On avait la même question. Alors finalement, on faisait de façon complètement empirique. Et c'est vrai que les patients récidivent, et donc je pense que les vôtres sont pareils. Ils récidiveront à l'endroit où il y avait peut-être cette dernière cellule. Mais grâce à des Nicolas Girard et d'autres, peut-être qu'on arrivera à supprimer cette dernière cellule, et comment le savoir. Mais à ce moment-là, le patient, et c'est la même chose quand on récidive, est-ce que c'est un deuxième cancer ou est-ce que c'est une récidive? Parce que le patient ne sera pas guéri de sa maladie oncogène, entre guillemets. C'est-à-dire il y a parmi nous, on n'est pas tous avec les mêmes probabilités de faire un cancer. On sait qu'on est en train tous d'en faire. Mais grâce à notre système immunitaire, on s'en sort pour le moment, j'espère, enfin, pas trop mal. Donc, je crois vraiment qu'on est dans un concept. Il y a deux choses pour moi nouveau dans le cancer, c'est ce concept complètement dynamique de cellules, ça c'est pas nouveau. Et deuxièmement, c'est cette histoire de maladie chronique. On est cancéreux. Et il y a une chose que je disais souvent dans les réunions la plus mondaine que médicale, puisqu'on a 5 minutes pour discuter. C'était très curieux, dans les dîners parisiens, je me adresse aux Toulousains, les femmes étaient généralement très fières quand leur mari avait fait un infarctus. C'est formidable, il a fait un infarctus, mais il a été traité, il a été réanimé, mais par contre, de dire qu'on avait un cancer, c'est épouvantable. Or, en fait, je crois qu'il faut, et c'est pour ça que c'est une maladie chronique, et c'est pour ça qu'en santé publique, c'est absolument dramatique, parce que la prévalence du cancer va devenir considérable si on prend tous ces malades qui ont besoin de Girard à plus ou moins long terme, sans compter qu'un jour on leur fera peut-être en plus des cartes essais. Je délire un peu, mais je trouve que c'est totalement fascinant. Moi, je vous remercie vraiment de la façon dont vous avez présenté cette soirée, parce que je trouve ça complètement fascinant. C'est vraiment. Je me tourne aussi vers mon président. Il veut dire peut-être un mot là-dessus, non? Ou des questions précises? Moi, je voulais vous remercier tous. J'ai été fasciné par vos exposés. On entend là? Non? Oui? Oui. J'étais fasciné par vos exposés et par le caractère extrêmement positif que vous leur avez donné. C'est plein d'espoir. Cette réunion a été organisée à mon initiative grâce à Richard Villet et Marcel Dahan, une de mes amis, âgée de 80 ans, en pleine forme, à des troubles respiratoires brutaux. On trouve une tumeur obstructive bronchique gauche et une carcinose pleurale diffuse. Quand son mari m'appelle, je lui dis, il faut aller voir le docteur. Mais le docteur lui a donné un traitement, un comprimé par jour, et elle va très bien depuis 1 an. Traitement ciblé. Voilà, exactement. Alors, j'ai été complètement... Je ne connaissais pas tout cela parce que je ne suivais pas cette évolution de près. Je n'ai pas fait de chirurgie thoracique depuis mon stage chez Henri Le Brigand quand j'étais interne. Mais je vois que vous avez fait une évolution extraordinaire de cette chirurgie, qui déjà à l'époque était remarquable, et je ne reconnaissais rien à son évolution. Donc ça m'a stupéfié et fasciné. C'est pour ça que nous sommes tous là ce soir. Alors moi j'ai une question un petit peu en marge qui est revenue, parce que dès qu'on parle d'immunothérapie, on parle de vaccins. Oui. Et je me souviens que pendant la pandémie, certains laboratoires disaient finalement on a trouvé le vaccin contre le Covid grâce au progrès qu'on a fait sur ça. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça peut déboucher sur un vaccin contre le cancer? C'est très vrai. C'est-à-dire que la technologie du vaccin ARN
qui finalement a été mise en avant par la vaccination anti-Covid, est une technologie qui est utilisée dans la vaccination contre le cancer. Beaucoup de recherches, beaucoup d'équipes, c'est une compétition actuelle sur le sujet. La vraie difficulté, c'est pas le vaccin, c'est pas l'ARN, et ça on sait faire, on l'a fait pour des millions, voire des milliards de personnes pour la vaccination Covid, c'est de trouver contre quoi on va vacciner. C'est ce qu'on appelle l'antigène, c'est-à-dire la marque de la cellule cancéreuse. Et là, ça devient compliqué parce que il y a probablement des antigènes qui sont très spécifiques d'un patient et d'un autre, qui vont être différents d'un patient à l'autre. Il y a des antigènes qui sont très fréquents, mais qui ne sont pas forcément universels. Et donc, la vraie recherche, c'est de trouver l'antigène universel, c'est-à-dire celui qui est présent au moins sur tous les cancers du poumon, qui permettrait en fait de vacciner nos patients, probablement en association avec les immunothérapies dont je vous ai parlé. Il y a des stratégies de vaccination individualisées, où là, on va aller biopsier la tumeur, faire ces recherches multicolores que je vous ai montrées, trouver l'antigène chez le patient et créer son propre vaccin ARN. Alors ça prend du temps, mais c'est des plateformes qui existent aujourd'hui et en 2 mois, on peut créer un vaccin contre le cancer d'un patient. Le cancer unique d'un patient avec un vaccin unique. Ça, c'est possible de le faire. Est-ce que ça marche? On ne sait pas encore, vraiment, parce qu'on s'intéresse ici à des situations souvent assez avancées de la maladie. On n'a pas toujours le temps de développer le vaccin comme il faut. Donc c'est compliqué, mais ces plateformes de vaccination antitumorale, potentiellement personnalisées, ça représente un des champs d'investigation importants dans le domaine de la cancérologie. Et on a beaucoup appris de la vaccination Covid dans l'utilisation de l'ARN pour l'intégrer au sein d'un vaccin. Je voudrais juste pour le grand public rappeler que le vaccin, le terme de vaccin depuis la vaccine, depuis Pasteur, c'est destiné en général à un agent pathogène. Et donc jusqu'à maintenant en cancérologie, il y a 2 vaccins qui sont vraiment utilisés, qui sont d'une part le vaccin contre l'hépatite et qui ont transformé le nombre d'hépatocarcinomes actuels, et puis il y a un vaccin pour lequel personnellement je me bats beaucoup et je suis très triste de savoir qu'il y a seulement 45% des adolescents qui sont vaccinés, c'est le vaccin contre un papillomavirus qui touche 80% de la population, enfin qui touche 80% des jeunes auront du papillomavirus, mais heureusement, plus de 90%, le papillomavirus régressera. Mais cette vaccination est très efficace, mais elle lutte contre un agent oncogène que l'on connaît. Tandis que là, qu'on comprenne bien, pour le grand public, je m'excuse de bis repetita placem, ici on a des agents oncogènes, entre guillemets, multiples, et qui peuvent changer, et donc grâce à l'ARN messager, on va repérer effectivement au sein de l'ARN la partie contre lequel on pourra, grâce à l'ARN, pardon, la partie génomique contre lequel on pourra faire le vaccin. Mais celles-ci changent, et elles sont notamment, comme vous l'avez vu, multiples. Vous avez vu la difficulté de tout cette... Je pense que vous vous souvenez de cette roue qu'a montré Monsieur Girard en début de son exposé, qui montrait toutes les mutations possibles. Alors évidemment, il y en a 2-3 grandes qu'on connaît, qui sont PTEN, CRB2, enfin, etc. Et vous savez, par exemple, je donne un autre aparté, que dans le sein, justement, il y a des mutations particulières. C'est pour ça que certaines d'entre vous, s'il y en a encore en ligne, ont des anti-œstrogènes, des anti-RB2, etc. Voilà, donc vraiment, on est dans un monde où, d'abord, ça permet de voir aussi qu'il faut des oncologues, certes très spécialisés, parce qu'on peut plus faire autrement, mais que c'est bien de se rencontrer et de mettre des gens j'allais dire d'origines différentes, parce qu'on peut multiplier les idées, c'est comme ça qu'on progresse. Et s'il n'y a plus de questions, est-ce que vous n'avez pas de questions? J'ai été un peu triste que les gens n'étaient pas très bavards ce soir. On s'est donc 10e... alors je vais faire une remarque pour conclure qui me tient à cœur, c'est que je voudrais encore vous féliciter pour le côté didactique de vos exposés, qui sont tout à fait remarquables. Je pense que même des gens qui ne sont pas médecins peuvent les comprendre. Et dans cet esprit-là, on a un partenaire qui s'appelle la CHAM, qui est une compagnie d'assurance, et j'espère qu'ils vont nous aider à ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire à rediffuser ce genre de choses. Alors c'est clair qu'on peut pas, je ne veux pas embêter les orateurs en leur demandant des résumés, en donnant des petits pitchs, etc. Mais je pense que la qualité d'exposé comme on a eu ce soir de 2 heures est quelque chose qui devrait être diffusé de façon, sûrement à la télévision française, mieux que certaines émissions à Kikinante, parce que c'est à la fois très didactique, ça ouvre plein de perspectives, et j'espère que
notre futur partenaire qui est la CHAM comprendra ça et nous aidera à ce type de diffusion en faisant des montages, des raccourcis, on peut trouver, mais je trouve que vraiment très très sincèrement, je voudrais vous remercier. Et à moins que mon collègue, M. Darin, ait quelque chose à dire, je voudrais dire que donc, la fondation de l'Académie de chirurgie, qui est abritée donc, par la fondation de l'Académie de médecine, est une toute petite fondation. C'est difficile parce qu'il y a plus grand monde qui a besoin de subsides, puisque les mardis de la chirurgie, il faut même les organiser. Et je voudrais vous annoncer également que le prochain mardi de la chirurgie aura lieu normalement le 13 septembre et qu'on abordera un sujet totalement différent, mais qui est aussi complètement fascinant parce que ça a bénéficié de progrès considérables en oncoplastie, en chirurgie plastique. C'est le problème des gueules cassées, de la chirurgie du visage et des reconstructions après traumatisme ou après malformation néonatale. Et donc, c'est des choses intéressantes. Pour vous qui êtes ici, on a eu des mardis sur les AVC avec Marie-Germaine Bousset, on a eu avec José Saël et le prix Nobel qui nous ont parlé de la chirurgie de la rétine, on a vu des films sur l'ablation du cristallin, enfin les techniques de la cataracte. Donc je trouve que c'est une façon de diffuser la médecine et le progrès médical qui devrait voir plus le jour, et je souhaite que d'ici 1 an ou 2, si on peut continuer, on aura encore plus de participants, et je vous remercie vraiment du fond du cœur et très sincèrement, et merci en particulier à Marcel qui nous a beaucoup aidé pour vous rencontrer, et j'ai un plaisir, j'espère que je vous reverrai jamais pour d'autres circonstances, mais en tous les cas j'ai eu le plaisir de venir. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Merci.